Ouais, donc voilà, donc sur cette image, vous pouvez voir les trois instruments que j'ai le plus utilisés jusqu'à maintenant et puis que je commence à utiliser. Donc le télescope de 30 mètres de l'IRAM qui se situe à Grenade, enfin en haut du Pico Veleta, donc une montagne au-dessus de Grenade en Espagne. Là, c'est le satellite Chandra que j'ai beaucoup utilisé pendant mon premier postdoc. Et puis ça, c'est le satellite Euclide, qui n'a pas encore été lancé, mais on va en parler un petit peu, qui va être un instrument très puissant pour la cosmologie, et en particulier la cosmologie avec les amas de galaxies. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous parler de quelques généralités sur l'univers, parce que ce qu'on va voir dans cette conférence, c'est que les amas de galaxies donc, ce sont des objets astrophysiques, mais ça nous permet également de contraindre les propriétés de l'univers dans son ensemble, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. Donc tout d'abord quelques généralités sur la matière sombre, l'expansion de l'univers, l'énergie sombre, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces notions, même si j'imagine que la plupart d'entre vous en a déjà entendu parler. Après on va creuser un peu plus le vif du sujet, c'est-à-dire comment les amas de galaxies se forment, comment on les observe, du Big Bang à aujourd'hui, dans plusieurs longueurs d'onde, et qu'est-ce que ça nous apprend de les observer dans différentes longueurs d'onde. Ensuite, on va voir comment on peut faire de la cosmologie avec les amas de galaxies pour comprendre donc, le contenu de l'univers et son évolution. Et finalement, quelques petits diapositives pour montrer qu'avec les amas de galaxies, on peut également faire de l'astrophysique assez fine sur les trous noirs supermassifs et les jets de matière au niveau des noyaux actifs de galaxies. Alors, tout d'abord, un petit résumé global de ce qu'on étudie là. On a, comme vous le savez, 4 interactions fondamentales dans l'univers. La force électromagnétique qui va être responsable à peu près de tout ce qui se passe à notre échelle, sauf ça, la chute des corps, ça c'est la gravitation, vous le savez, mais sinon tout le reste c'est de la force électromagnétique. La de ces pylônes, c'est de la force électromagnétique. Quand je fais bouger mon bras, c'est des réactions qui sont des échanges d'électrons de la force électromagnétique. Quand vous allumez votre voiture, des combustions, c'est de la force électromagnétique. C'est toujours des échanges d'électrons qui nous dit donc globalement que les objets de même charge se repoussent et les objets de charge opposée s'attirent. C'est dans la deuxième force, la force nucléaire forte, qui, elle, permet de contrebalancer cette force électromagnétique dans les noyaux. Les noyaux, c'est, comme vous savez, des protons, des neutrons. Donc si on n'a que des protons, que des charges plus, normalement les noyaux ne devraient pas exister. Mais on a la force nucléaire forte qui permet d'assurer leur cohésion, et puis la force nucléaire faible qui, elle, est un peu moins intuitive, mais qui, en gros, est responsable de la désintégration bêta des noyaux, qui, en gros, dit qu'un neutron laissé seul comme ça dans l'univers va se désintégrer spontanément en à peu près 15 minutes en un proton, un électron et un antineutrino. Mais bon, ce n'est pas ces forces-là qui vont nous intéresser dans cette présentation, ça va être la gravitation, l'interaction qui façonne notre univers à grande échelle. Et ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on apprenait des choses sur la gravitation, c'est qu'à chaque fois qu'on change notre vision sur la théorie de la gravitation, on change également toute notre vision sur la cosmologie, notre place dans l'univers et notre description de ce dernier. Alors, une théorie qu'on connaît bien tous, c'est la théorie de la gravitation universelle qui a été fondée par Isaac Newton au XVIIe siècle. Force qui est d'autant plus forte que les corps sont massifs, donc c'est une force attractive, elle fait que ça, l'interaction gravitationnelle, elle attire des corps massifs. Plus ils sont massifs, plus la force est grande, et c'est une force qui diminue en fonction de la distance entre les corps. Donc quand les corps sont distants, la force est plutôt faible. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la gravitation, c'est une interaction donc, qui régit la dynamique des corps, mais c'est aussi un moyen qu'on a utilisé pour découvrir de nouveaux objets dans l'univers. Et en fait, c'est une interaction qui a une formule mathématique assez simple dans le cadre de la gravitation universelle de Newton, mais on se rend très vite compte que quand on veut résoudre les équations de la gravitation universelle pour un système complexe d'objets, ça devient très vite compliqué, et en fait, rien qu'avec 3 corps de masse similaire, on n'arrive pas à le faire avec un papier et un crayon. On a tout de suite un système qu'on appelle chaotique. À partir du moment où on a 3 objets de masse comparable, si vous donnez ça à un étudiant, il ne va pas vraiment pouvoir vous prédire les trajectoires de ces particules. Donc là, on a une simulation numérique qui va vous montrer la trajectoire de ces 3 particules qui ont la même masse et qui ont donc des positions initiales qui sont données ici, et le vecteur vitesse qui est donné par ce trait vert. Et si je lance l'animation, voilà les trajectoires qui sont suivies par ces particules. Donc on a vraiment quelque chose d'assez chaotique. C'est pas comme un système à 2 corps où on va avoir l'ellipse bien connue autour du centre de masse du système. Là, vraiment, faire ces calculs à la main, en fait, c'est simple, il faudrait faire exactement comme un ordinateur, c'est-à-dire à chaque instant,
résoudre le petit delta V de vitesse qu'on va avoir à cause de la position des corps à un certain instant et connaissant la masse des corps. Donc on doit le faire de façon incrémentale. Donc on peut se dire, alors si avec 3 corps c'est chaotique comme ça, comment ça se fait que dans notre système solaire où on a le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, bon je mets Pluton quand même parce que j'aime bien, 9 corps, pourquoi c'est pas chaotique comme ça? Eh ben, c'est parce que l'essentiel de la masse dans le système solaire est créé par le Soleil. Donc, vous savez, on a moins d'1% de la masse du système solaire qui est liée à tout le reste, aux planètes, aux astéroïdes, tout ça. Donc en fait, le champ gravitationnel dans le système solaire, c'est le champ gravitationnel du Soleil, et tout le reste, c'est que des petites perturbations. Et donc ça, c'est quelque chose que Urbain Le Verrier, donc un astronome français, a bien intégré. Il s'est dit, le système solaire, en fait, toutes les planètes, c'est juste des petites perturbations. Et en fait, Urbain Le Verrier a voulu, donc on est au 19e siècle, en 1846, étudier le mouvement des planètes, voir si tout collait bien à la théorie de la gravitation universelle. Et à l'époque, il a donc étudié toutes les planètes qu'il connaissait, tout se passait très bien, et puis il a étudié la dernière planète du système solaire à l'époque, qui est la planète Uranus. Et il s'est rendu compte là que le mouvement observé d'Uranus n'était pas le même que celui qu'on attendait dans la théorie de la gravitation universelle. Donc là, on a deux choix quand on est un physicien. Soit on dit les observations, notre théorie ne permet pas d'expliquer les observations, donc notre théorie doit être fausse. On doit trouver une meilleure théorie qui permet de tenir compte de ces observations, une théorie qui englobe la théorie de Newton. Ça, c'est le premier choix qu'on a. Le deuxième choix, c'est on n'a pas pris en compte toutes les variables, on a fait des hypothèses qui étaient fausses, et il y a quelque chose qu'on a oublié dans le système initial. Donc Urbain Le Verrier, la première chose qu'il s'est dit, c'est bon, Newton, c'était quand même quelqu'un de pas trop bête, on va voir si j'ai pas oublié quelque chose dans mon système initial. Et donc il a postulé l'existence d'un autre corps plus massif au-delà de l'orbite d'Uranus qui pourrait expliquer les perturbations du mouvement d'Uranus qu'on voit par rapport à ce qu'on prédisait par la théorie de la gravitation universelle de Newton. Donc il postule l'existence d'une masse qui devrait être située plus ou moins là, qui permettrait d'expliquer pourquoi la planète Uranus semble accélérer à un certain moment de son orbite, puis après ralentir parce que donc, cette masse attirerait la planète Uranus. Il est allé voir un de ses collègues allemands, John Gall, qui était astronome cette fois, pas théoricien mais un observateur. Il y a toujours des collaborations comme ça entre théoriciens et observateurs dans notre milieu. Et il s'est dit, bon, est-ce que tu pourrais pas pointer ton télescope à cet endroit? Il y aura peut-être un objet massif à cet endroit. Et en effet, ça a été la découverte de Neptune. On a découvert la dernière planète du système solaire de façon théorique d'abord, et ensuite en faisant des observations. Donc ça vous montre vraiment que la théorie de la gravitation, c'est pas juste quelque chose qui est descriptif, ça peut être quelque chose qui est prédictif. On peut trouver de nouveaux corps grâce à la théorie de la gravitation. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'autre fois où on a découvert une présence de masse supplémentaire grâce à la théorie de la gravitation, c'est en 1933, quand cette fois-ci, donc c'est un astronome américain, Fritz Zwicky, qui a étudié le mouvement de 7 galaxies dans l'amas de Coma. Donc l'amas de galaxies de Coma, c'est un des amas les plus proches de notre amas à nous, l'amas qui contient notre galaxie, la Voie lactée. Et donc dans cet amas de Coma, on a, donc pour faire rapidement, après en rentrant dans le détail, un amas de galaxies, c'est une structure, une très grande structure qui contient plusieurs galaxies. Et tout comme le système solaire, c'est une structure stable. Les galaxies dans un amas de galaxies, elles ne sont pas toutes en train de s'effondrer sur le centre de gravité de l'amas de galaxies, et elles ne sont pas non plus toutes en train de partir vers l'infini. On a une structure stable, des galaxies qui font des orbites autour d'un point bien défini comme le Soleil, mais autour du centre de masse du système. On a juste plusieurs galaxies qui sont comme ça en orbite dans une structure qui est stable. Et donc Fritz Zwicky s'est dit, connaissant la théorie de la gravitation universelle, je peux, sachant que l'amas est à l'équilibre, je peux déterminer sa masse en étudiant la vitesse des galaxies. En effet, donc imaginez que là, c'est toute la masse qui est dans l'amas de galaxies. On a soit ici une faible masse, une masse moyenne, une très grosse masse, et puis là on aurait une galaxie qui serait dans l'amas. Donc là j'ai concentré toute la masse dans le centre de gravité, ce qui ne change rien aux équations de la théorie universelle de Newton. On peut concentrer toute la masse en un point, on obtient les mêmes résultats.
Et donc si on a une galaxie ici qui a une certaine vitesse, et qu'on suppose une certaine masse qui est trop faible, comme la masse qu'on suppose ici est trop faible, la force gravitationnelle qui attire cette galaxie est également trop faible. Donc pour une vitesse donnée, si la vitesse est donnée, ici donc tous les points là vont avoir la même vitesse, mais comme la force est trop faible, le centre de gravité ne permet pas de retenir la galaxie. Donc la galaxie va partir vers l'infini. Si on suppose la bonne masse de la galaxie, cette fois-ci, pour la même vitesse, la force gravitationnelle va permettre de compenser la force centrifuge et on va avoir quelque chose à l'équilibre. Et si on suppose une masse trop importante, cette fois-ci, la force gravitationnelle va être trop importante comparée à la force centrifuge, la vitesse ne va pas être assez grande, et la galaxie va s'effondrer vers le centre de gravité de la galaxie. Donc, en fait, Fritz-Zwicky s'est dit ça. Je peux connaître la masse d'un amas de galaxies, parce que si je prédis une masse trop grande, toutes les galaxies devraient s'effondrer au cœur de l'amas, et on ne verrait pas un amas, on verrait une seule grosse galaxie au centre. Si je prédis une masse trop faible, toutes les galaxies partent à l'infini, donc il n'y a aucun moyen qu'on ait capté l'amas de galaxies dans un effet transitoire comme ça, où on a l'impression que c'est stable, mais en fait toutes les galaxies s'en vont. Donc il faut prédire la bonne masse. Et donc il a fait ses calculs et il s'est rendu compte que cette masse, qu'on appelle dynamique, était environ 400 fois plus grande que la masse qu'on obtient si on fait la masse de toutes les galaxies, si on fait la somme de toutes les masses des galaxies qui se trouvent dans cet amas de commun. Donc c'est quand même un facteur important. Alors comment on fait pour avoir cette masse dite lumineuse? À l'époque de Fritz-Zwicky, en 1933, on commence à bien savoir quelle est la relation entre la masse d'une étoile et sa luminosité. On commence à bien connaître la masse du Soleil, la masse d'autres étoiles de différents types. Et donc en connaissant la luminosité des galaxies, on peut simplement faire c'est presque une règle de 3, on connaît la luminosité d'une galaxie, on peut connaître du coup sa masse, sachant que c'est la somme des luminosités de toutes les étoiles qui sont dans cette galaxie, et puis quand on connaît la masse de cette galaxie, on peut la faire la même chose sur toutes les autres galaxies de l'amas, et à la fin on a la masse de toutes les galaxies, et on se dit, comme c'est la seule chose que je vois dans un amas de galaxies, ça devrait être la masse de l'amas de galaxies. Et en fait non, la masse de l'amas de galaxies, c'est pas juste la somme des masses de toutes les galaxies, il y a aussi 399, 400 fois cette masse qui se trouve quelque part. Donc de la matière cachée. Et en fait, cette matière cachée, maintenant, on l'appelle la matière sombre, ou la matière noire, comme vous voulez, on l'appelle la matière sombre, et composerait donc 85% de la masse de l'univers, donc de la matière. Et donc la matière ordinaire, celle qu'on connaît bien, celle qui nous constitue, celle qui constitue la planète, la nature, tout ça, les étoiles, ça représenterait que 15% de notre univers. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on connaît de cette matière sombre, c'est qu'on suppose que ça doit être une particule massive qui aurait environ 10 à 100 fois la masse du proton. Ça doit être une particule qui interagit très faiblement avec la matière ordinaire, parce que si elle interagit avec la matière ordinaire, alors on pourrait la voir. Si par exemple la matière noire interagit par interaction électromagnétique, ça veut dire qu'elle peut émettre de la lumière, et donc elle n'est pas sombre, elle émet de la lumière, donc on pourrait la voir dans une certaine longueur d'onde. Et puis elle constitue la majorité de la matière de notre univers, parce qu'on vient de le voir, par exemple dans les amas de galaxies, Fritz-Zwicky montre qu'on a 400 fois la masse de l'amas, la masse totale de l'amas est en fait 400 fois plus grande que la masse des galaxies qu'on obtient. Donc en vrai le facteur est un peu exagéré, on verra c'est pas vraiment ça. Mais c'est quand même beaucoup plus grand que la masse que la matière ordinaire. Donc comme on n'a pas encore détecté cette particule, il y a toujours des recherches en cours, et on a plusieurs façons de faire pour tenter de découvrir cette particule de matière sombre. Alors, je vous montre une petite vue schématique de la façon dont on peut faire. Donc, bien sûr, pour détecter quelque chose, on a besoin d'utiliser des instruments qui sont faits avec de la matière ordinaire. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on cherche une interaction entre notre matière ordinaire et la particule de matière sombre. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on regarde ce schéma de haut en bas. Dans ce cas-là, on a deux particules de matière standard qui rentrent en collision. Et au point d'interaction, on a création de matière sombre. Alors ça, c'est pas quelque chose d'exotique, c'est la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2. On sait que l'énergie, c'est de la masse. Donc on peut transformer une propriété d'une particule, son énergie, en matière, en existence, en masse. Et c'est ce qu'on fait dans les accélérateurs de particules. On prend deux protons, par exemple au LHC au CERN, on prend deux protons, on les accélère, on leur donne de l'énergie, puis quand ils se rencontrent dans le centre de masse,
leur énergie est convertie en nouvelles particules. Par exemple, ça a été la découverte du boson de Higgs, ça a été la découverte du quark top, toutes ces particules, elles sont créées par l'énergie apportée par la collision du proton. Et donc on pourrait très bien, si on a découvert le boson de Higgs comme ça, on pourrait très bien se dire, on va créer une particule de matière sombre de cette même façon. Si on atteint la masse suffisante dans le centre de masse, on va pouvoir créer 2 particules de matière sombre. Et à la fin, grâce à nos détecteurs, on pourrait voir que il nous manque de l'énergie, cette énergie est partie quelque part, et ça pourrait être la matière sombre qui a été créée. Donc ça, on n'a toujours pas vu, hein, c'était un des objectifs du LHC, et l'objectif boson de Higgs a été atteint, l'objectif matière noire, pas encore. Après, on a une façon qui est indirecte, donc cette fois-ci, il faut regarder le diagramme de bas en haut, où on aurait 2 particules de matière sombre dans l'univers qui interagiraient. Et là, comme la matière sombre devrait interagir faiblement, parce que sinon, en fait, on n'a pas vraiment moyen de la créer, cette interaction entre 2 particules de matière sombre pourrait aboutir de la même façon, on a de l'énergie, à une création de particules du modèle standard qui pourraient être exotiques. Donc, par exemple, il y a des canaux de recherche qui consistent à voir si 2 particules de matière sombre pourraient créer un proton et un antiproton. Donc l'antiproton, c'est l'antiparticule du proton. Et donc qui a une charge négative. Donc un proton et un antiproton, la charge totale du système est nulle, exactement comme pour la matière sombre. La matière sombre ne peut pas avoir de charge électrique parce que si elle en avait une, elle interagirait par force électromagnétique. Donc si on a création d'un proton et d'un antiproton, on peut, grâce à des détecteurs complexes, par exemple comme le détecteur AMS-02 qui se situe sur la Station spatiale internationale, détecter la présence d'antiprotons qu'on n'expliquerait pas par des processus astrophysiques bien connus. Et donc si on détecte un excès d'antiprotons par rapport aux antiprotons qu'on attend pour d'autres phénomènes astrophysiques, ça pourrait être un signe de la présence de matière sombre. C'est pour ça qu'on appelle ça une détection indirecte. Et enfin, il y a le diagramme de gauche à droite qui consiste à essayer de détecter une interaction entre une particule de matière sombre et une particule du modèle standard. Donc là, c'est des détecteurs, ce qu'on appelle la détection directe. Donc c'est des détecteurs très très sensibles. Ici, vous voyez par exemple le détecteur Edelweiss qui a été conçu à l'Institut physique des Infinis de Lyon. C'est un détecteur du coin qui est constitué de cristaux de silicium, germanium, et qui sont refroidis par un cryostat, c'est cette grande cuve que vous voyez là, puis entourés de plein de couches de blindage, de plomb, etc., et placés au laboratoire souterrain de Modane. Il nous faut vraiment une grosse montagne au-dessus pour pouvoir minimiser au maximum le rayonnement cosmique, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas du tout de bruit de fond dans notre détecteur, qu'on n'ait pas d'autres interactions avec des particules, à part les particules de matière noire qui pourraient passer. Et donc, ce qu'on essaye de voir, c'est juste s'il y a une particule de matière noire qui arrive dans notre cristal, elle fait bouger un des noyaux du cristal. Le fait que ce noyau bouge, ça crée une énergie thermique. L'énergie thermique, c'est comme quand vous tapez votre marteau sur une plaque de fer, vous transférez du mouvement de l'énergie cinétique et vous créez de la chaleur. Après, si vous mettez votre main sur la plaque de fer, c'est chaud. C'est pareil ici, si une particule de matière noire vient taper dans vos noyaux, elle les fait bouger et ça fait changer un tout petit peu la température du cristal, et c'est ça qu'on essaye de détecter. Mais bon, toujours pas de détection. Donc au fur et à mesure que ces expériences avancent dans le temps, on n'arrête pas de diminuer la probabilité d'interaction d'une particule de matière noire avec la matière ordinaire. Donc maintenant, on arrive presque au cas où on se dit nous-mêmes que c'est interagit très faiblement avec la matière, c'est peut-être même n'interagit pas du tout. On en est au point où on peut se dire que la particule de matière noire n'interagit que gravitationnellement, et où si elle interagit de façon faible, elle est extrêmement faible compte tenu de la précision, de la sensibilité de nos détecteurs actuels. Alors une autre observation majeure du XXe siècle, ça a été l'expansion de l'univers. Le fait que l'univers n'a pas un cadre statique. Donc c'est une observation qui a été faite par Edwin Hubble sur la base des travaux qui ont été faits par Henrietta Leavitt. Donc on n'en parle pas souvent d'Henrietta Leavitt, pourtant ça aurait été impossible de faire ce travail sans elle, qui était une astronome à Harvard, et qui a étudié ce qu'on appelle les céphéides. Donc c'est des étoiles variables qui ont une luminosité intrinsèque qui va être liée à leur période de pulsation.
Donc la pulsation, c'est juste la variation de la luminosité de l'étoile en fonction du temps. Et on est allé vite à trouver qu'il y avait une relation entre la luminosité de ces étoiles variables et leur pulsation. Donc on a juste en fait à mesurer la façon dont varie le flux de ces étoiles pour connaître leur luminosité intrinsèque. Et avoir la luminosité intrinsèque d'un objet dans l'univers, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle une chandelle standard. Si vous connaissez la luminosité intrinsèque d'un objet, vous pouvez simplement mesurer le flux que vous mesurez vous sur Terre. Et comme vous connaissez toute la lumière qui a été émise par l'objet et que vous savez ce que vous avez mesuré, la petite fraction de lumière que vous avez mesurée, vous pouvez en déduire sa distance. Et donc, Edwin Hubble s'est basé sur ses travaux et il a observé des céphéides dans plusieurs galaxies et il en a déduit la distance de ces galaxies. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que plus on regardait des galaxies qui étaient distantes, et plus leur vitesse d'éloignement était grande. Donc sur ce graphique, la vitesse elle est positive quand la galaxie s'éloigne de nous et elle est négative quand elle se rapproche. Donc on a quelques galaxies qui se rapprochent de nous à faible distance, mais plus on s'éloigne, plus on regarde loin, et plus les galaxies s'éloignent et elles s'éloignent vite. Donc ça paraît assez bizarre comme observation, parce qu'il faut vraiment vous représenter la chose. Nous on est là, on est dans notre galaxie, et plus on regarde des galaxies lointaines, plus elles s'éloignent vite de nous. Donc c'est un peu comme si on avait une position particulière dans l'univers, toutes les galaxies nous fuient, et puis celles qui sont loin, elles nous fuient encore plus vite. Donc c'est pas évident d'expliquer ça d'une façon qui soit pas géocentrique, mais galactocentrique dans l'univers, et qui soit basée seulement sur des processus de mouvement propres des galaxies. Une façon très simple d'expliquer ça, par contre, c'est de dire que les galaxies ne bougent pas, c'est juste l'univers, l'espace-temps, qui est en expansion. Donc pour vous représenter ça d'une façon schématique, là vous pouvez voir que plusieurs galaxies, vous imaginez, on a plusieurs galaxies, on va s'imaginer que nous on est celle-là, et puis elles sont toutes séparées d'une certaine distance que là j'ai mis constante. Et donc si on a l'univers, l'espace-temps qui est en expansion, la taille des galaxies elle ne change pas, et puis elle ne bouge pas non plus, c'est juste qu'on a étiré tout cet espace-temps, donc les distances entre les galaxies sont plus grandes. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc si nous, on est là au centre, on prend cette position de référence et qu'on regarde comment se déplacent les galaxies pour un pas de temps delta t. Donc on va dire que ce passage de gauche à droite, ça faisait une différence de temps delta t. Nous, on est là, donc nous, on est dans notre référentiel, rien n'a changé. On regarde de comment a bougé cette petite galaxie qui était à côté de nous. Elle a bougé suivant cette flèche bleue. Et la galaxie qui est un peu plus éloignée, elle a bougé suivant cette flèche bleue qui est plus grande. Donc on a même temps delta t, les galaxies qui sont plus loin ont plus bougé que les galaxies qui sont proches. Donc comme elles ont plus bougé pour un même pas de temps, elles sont plus rapides. Et ça, cette observation, toutes les galaxies dans le réseau font la même observation. Regardez, si je déplace la chose et qu'on prend des observateurs extraterrestres dans cette propre galaxie et qui font la même observation, ils verront que les galaxies qui étaient proches d'eux se déplaçaient sur cette petite flèche, et puis celles qui étaient loin se déplaçaient suivant cette grande flèche. Donc là, on n'a pas quelque chose d'une position particulière ou je ne sais quoi. Toutes les galaxies vont voir que les galaxies lointaines s'éloignent plus vite que les galaxies proches. Donc c'est une explication vraiment élégante, c'est très simple. Les galaxies ne bougent pas par rapport à nous, c'est l'espace qui est en expansion. Et ça a un impact sur la lumière que nous recevons des galaxies. Ici, imaginez que notre galaxie soit là et que là on a une galaxie qui émette de la lumière. Donc elle va émettre un photon, donc une particule de lumière qui va avoir une certaine longueur d'onde. Comme vous le savez, la longueur d'onde des photons, c'est ce qui va déterminer leur couleur. Quand on a une longueur d'onde qui est courte, donc la lumière visible c'est de 400 à 800 nanomètres à peu près, et quand on a une longueur qui est courte, ça veut dire qu'on a une lumière qui est plutôt violette-bleu, et quand on a une grande longueur d'onde, on est plutôt dans le rouge. Et le fait qu'on ait une expansion de l'espace-temps va affecter cette longueur d'onde, parce que lorsque un photon va partir d'une certaine galaxie, s'il part avec une couleur bleue, le temps qu'il traverse l'espace-temps qui nous sépare de cette galaxie, l'espace-temps va être étiré, la longueur d'onde également, et ce qu'on va recevoir, ça va être une lumière qui est plus rouge. C'est ça qu'on appelle le décalage vers le rouge. J'emploierai parfois le mot de redshift, c'est en anglais, mais c'est par habitude, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc ce redshift Z, il est défini comme suit, c'est vraiment très simple, c'est le rapport entre la longueur d'onde qu'on observe et la longueur d'onde qui est émise. Donc comme la longueur d'onde qu'on observe va être plus grande, ça c'est plus grand que 1,
Et puis on met un -1, bon ça c'est c'est pas un problème. On va pas s'en préoccuper. Mais donc ce décalage vers le rouge là, qui est lié à l'expansion, c'est ce qu'on appelle le redshift cosmologique. Et en pratique, c'est pas juste aussi simple, parce que ce qu'on mesure, c'est pas juste le redshift cosmologique, c'est la somme du redshift cosmologique qui est lié à l'expansion, et aussi un décalage vers le rouge qui est lié à l'effet Doppler. Et ça, c'est un décalage vers le rouge qui est lié au mouvement particulier des galaxies dans l'espace-temps. Donc là, on ne parle plus d'expansion de l'univers. Si on fait abstraction du fait qu'on ait un univers qui soit en expansion, à un instant donné, les galaxies sont dans un champ gravitationnel. C'est exactement la même chose dont je vous parlais tout à l'heure dans les années de galaxies. On a beaucoup de masse, donc les galaxies bougent dans ce champ gravitationnel. Elles ont un mouvement propre. Et l'effet Doppler, c'est quelque chose dont on est tous familiers. Par exemple, quand on a une ambulance qui passe à côté de nous, quand elle se rapproche de nous, on a l'impression que le son devient plus aigu, et puis quand elle s'éloigne, ça devient plus grave. Ça fait... Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour la lumière, c'est pareil. Quand on a une galaxie qui se rapproche de nous, on va avoir des longueurs d'onde qui vont se raccourcir. La lumière devient plus aiguë, entre guillemets, ça veut dire que les longueurs d'onde se raccourcissent, donc elle devient plus bleue. Et puis quand la galaxie s'éloigne, tout devient plus étiré, tout devient plus grave, donc plus rouge. Et le redshift qu'on va mesurer nous, c'est donc la somme de ce redshift cosmologique lié à l'expansion de l'univers et au redshift de l'effet Doppler qui est lié au fait que les galaxies se déplacent dans l'espace-temps à cause de la gravitation. Donc grâce à ces mesures de décalage vers le rouge, on a pu déterminer ce diagramme qu'on appelle le diagramme de Hubble. C'est la mesure de la distance en fonction du redshift, c'est la même chose, mais en utilisant cette fois-ci d'autres chandelles standards qu'on appelle des supernovae. Donc les supernovae, c'est des explosions d'étoiles particulières, des naines blanches, qui sont également des chandelles standards, donc on peut utiliser pour déterminer la distance des objets. Donc là, vous avez la distance sur l'axe Y, et puis là, le décalage vers le rouge lié à cette expansion. Et bien, on s'est rendu compte, en traçant donc ces points de supernova, donc la distance en fonction du redshift, sur une très grande gamme de redshift, donc on va ici jusqu'à un redshift de 1. Un redshift de 1, si vous reprenez l'équation que je viens de vous montrer, ça veut dire que ce rapport-là, il vaut 2, 2 moins 1. Donc ça veut dire que la longueur d'onde observée est 2 fois plus grande que la longueur d'onde émise. Donc ça veut dire que l'espace-temps s'est étiré d'un facteur 2. Donc quand on est à un redshift de 1, en fait, ça veut dire qu'on regarde l'univers quand toutes les distances étaient 2 fois plus petites qu'elles ne le sont maintenant. Donc en fait, là, à un redshift de 1, l'univers, il avait à peu près la moitié de son âge. Donc maintenant, il a à peu près 14 milliards d'années, donc là, il n'en avait que 7 milliards d'années. Et ça nous a permis de faire une mesure cosmologique nouvelle qui nous a montré que l'univers n'était pas seulement en expansion, mais que l'expansion était accélérée. Pour ça, je vais devoir introduire 2 paramètres cosmologiques qui vont nous servir par la suite. Oméga m et oméga lambda. Donc oméga m, c'est ce qu'on appelle la densité énergétique liée à la matière dans l'univers. Donc le m c'est pour matière, et dans ce oméga m, on a à la fois la matière sombre et la matière ordinaire. Et puis oméga lambda, c'est ce qu'on appelle la composante énergétique qui est liée à l'énergie sombre. Donc cette énergie sombre, c'est une composante supplémentaire qui est là pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Si on avait juste de la matière dans l'univers, alors à cause de la gravitation, comme la gravitation est une force attractive, tous les corps dans l'univers, même si l'univers est en expansion, on devrait attendre à ce que cette expansion ralentisse, parce que la gravitation fait que les corps s'attirent de plus en plus, et au bout d'un certain temps, l'univers devrait s'effondrer sur lui-même. Et bien cette énergie sombre, c'est ce qui va compenser cette tendance à la gravitation de vouloir faire effondrer l'univers sur lui-même, et c'est une source d'énergie supplémentaire qui permet à l'expansion de continuer, voire même d'accélérer. Et la somme de ce oméga m et ce oméga lambda doit être environ égale à 1 dans le cadre du modèle standard. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais ici vous pouvez voir que la courbe rouge, c'est celle qu'on obtient si on suppose que oméga m vaut 1 et qu'on n'a pas d'énergie sombre. Donc on dit l'univers, non, l'univers c'est que de la matière. De la matière sombre, ok, je veux bien accepter l'hypothèse de la matière sombre. La matière sombre et de la matière ordinaire, mais il n'y a pas cette chose d'énergie sombre là, ça me paraît trop bizarre. Si vous faites ça, vous obtenez la courbe rouge. Et vous voyez que si on fait la différence entre les points de mesure et la courbe noire, qui est celle qui ajuste le mieux les données, la courbe rouge, elle se retrouve ici. Donc vous voyez qu'on a une très grande différence entre les données
et ce modèle d'univers où on n'aurait que de la matière dans l'univers. Ce qui fonctionne le mieux, donc cette courbe noire, c'est le modèle cosmologique qu'on obtient si on dit que oméga m vaut 0,3, donc on a 30% du contenu énergétique de l'univers qui est lié à la matière, et oméga lambda vaut 0,7. Donc ici, là, le meilleur ajustement, la courbe noire, qui ajuste très bien les données, c'est ce qu'on obtient si on dit qu'il y a 70% d'énergie sombre dans l'univers. Et donc ça montre que l'expansion de l'univers est en fait en accélération. On n'a pas juste un maintien constant de l'expansion va de plus en plus vite. Ça veut dire que les distances qui nous séparent des galaxies augmentent, ça c'est normal, c'est l'expansion, mais elles augmentent de plus en plus vite, ça c'est une accélération. Donc maintenant, on va voir comment tout ça s'intègre dans la formation et l'observation des amas de galaxies. Donc là, je vous ai fait un petit résumé de l'histoire de l'univers en une diapositive pour vous expliquer comment les amas de galaxies se forment. Alors ici, on a à gauche le Big Bang. Bon, on ne sait pas grand-chose ici, mais ce qu'on suppose pour l'instant dans le modèle standard, c'est qu'à la suite du Big Bang, on a une période d'expansion accélérée, qu'on appelle l'inflation, similaire à l'époque qu'on vit maintenant, avec l'accélération et l'expansion de l'univers, mais en tout cas très rapide, au terme de laquelle on a toutes les particules de matière qui sont présentes dans l'univers. Elles sont formées pendant cette période d'inflation. Donc on a des nucléons, qui sont un ensemble de quarks, des électrons, des photons, et tout ça forme un plasma complètement opaque. Tout interagit avec tout, il n'y a pas de lumière qui peut s'échapper de ce plasma. Ensuite, à cause de l'expansion de l'univers, il se passe la même chose que quand vous détendez un gaz, quand vous diminuez la pression dans un gaz, sa température diminue. Et donc comme la température diminue, les nucléons peuvent s'associer. Ils sont plus assez énergétiques pour juste se passer à travers, ils peuvent s'associer et former des noyaux. Mais bon, la température est encore trop grande pour que les électrons et les photons soient affectés, et donc on a encore des photons en équilibre, on appelle ça un équilibre thermique avec les électrons. Puis à un moment, la température devient assez faible pour que les électrons se combinent au noyau, forment des atomes, et là, toute l'histoire change, parce qu'on a des structures neutres, les atomes c'est neutre, et puis des photons qui sont là et puis ils ne peuvent plus interagir avec les électrons. Donc les photons, la lumière, peut voyager librement dans l'univers. Et ça, cette première lumière qui traverse l'univers depuis cet instant qu'on appelle la recombinaison, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et comme ces photons, ces particules de lumière étaient en interaction constante avec les électrons du milieu juste avant la recombinaison, tous ces photons ont à peu près la même énergie. Alors généralement on parle de température quand on parle de l'énergie des photons du fond diffus cosmologique, donc on dit la température de ces photons à l'époque de la recombinaison elle était d'à peu près 3000 Kelvin, et puis maintenant comme l'univers a été en expansion, elle s'est refroidie, mais c'est bon, elle est toujours la même pour tous les photons, elle est d'environ 2,7 Kelvin. Alors je vous ai dit, elle est tout le temps la même. Ça c'est une approximation, c'est vrai au premier ordre. Si vous regardez la lumière dans le domaine millimétrique, dans toutes les directions, nous, avec des instruments simples, on voit la même chose. C'est unique. Si nos yeux étaient sensibles au domaine millimétrique, ce qu'on verrait, c'est un ciel de couleur. Et en fait, avec une augmentation de la précision de nos instruments, donc ici vous voyez la carte qu'on obtient avec le satellite Planck, qui a aussi étudié le fond diffus cosmologique. Donc là, cette carte-là, on l'a peut-être déjà vue, mais en fait, c'est pas vraiment la carte qu'a mesuré Planck. Planck a mesuré vraiment un fond uniforme, et après, si on soustrait ce fond uniforme avec une température de 2,7 Kelvin, on obtient ces fluctuations-là. Il faut d'abord soustraire la moyenne. Donc là, c'est des fluctuations par rapport à la moyenne de 2,7 Kelvin. Et on a une petite fluctuation de température, on voit qu'il y a des endroits, des directions dans l'univers. Donc ça, c'est comme un planisphère du ciel. On prend toutes les directions, puis on les étale à plat et on fait un planisphère. Et on voit qu'il y a des directions dans le ciel où les photons sont un peu plus chauds que 2,7 Kelvin, et puis des endroits où ils sont un peu plus froids, c'est en bleu, un peu plus froid que 2,7 Kelvin. Et ça, c'est très intéressant, parce que la température des photons va être liée à la présence de matière dans l'univers primordial. Si on avait une concentration de matière, les photons qui étaient à cet endroit ne vont pas avoir la même température qu'aux endroits où il n'y avait pas beaucoup de matière. Parce que là où il y avait beaucoup de matière, ils interagissaient beaucoup. Et donc ça nous dit que dans l'univers primordial, il y avait des surdensités de matière et des endroits où il y avait des sous-densités de matière par rapport à la densité moyenne. Et ça, c'est l'origine de toutes les grandes structures. Parce que si ça avait vraiment été uniforme dans l'univers primordial, il n'y a pas de raison
qu'il y ait des structures qui se soient formées parce qu'il n'y aurait pas eu d'endroit où la force gravitationnelle aurait été plus forte. Mais si on a des endroits où on a des surdensités de matière, alors là où on a beaucoup de matière, on va avoir une force de gravitation qui va être plus forte qu'aux endroits où on en a peu, et donc on va avoir de la matière qui va avoir tendance à s'effondrer vers ces surdensités de matière. Et au fur et à mesure de ces effondrements, la surdensité va s'accroître en masse, son potentiel gravitationnel va être de plus en plus fort, et on va former des structures de plus en plus grosses. Et au terme de ce processus de formation, on va aboutir à ce qu'on appelle la toile cosmique, où au nœud de cette toile cosmique, on va avoir les amas de galaxies. Donc ici, je vous montre, ça c'est une simulation qui a été faite par la collaboration Illustris-TNG. Donc au nœud de cette toile cosmique, on a les amas de galaxies. Dans les régions de sous-densité initiale, là où on n'avait pas beaucoup de matière et où cette matière a fui vers les surdensités, on a ce qu'on appelle des vides. Donc les vides, c'est aussi une sonde cosmologique qu'on va utiliser avec Euclide. Savoir la forme des vides, leur volume, tout ça, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'univers. Et puis on a donc ces filaments, des filaments de matière qui sont là où on trouve également les galaxies et qui sont le lieu où on a un effondrement en cours vers les amas de galaxies. Donc ici je vous montre donc c'est également la collaboration Illustris-TNG qui a fait cette vidéo où vous allez voir donc là ici l'univers simulé, donc c'est avec tout ce qu'on connaît, c'est une simulation magnéto-hydrodynamique, donc c'est la meilleure des simulations qu'on a à présent pour représenter ce qui se passe dans l'univers. Donc comme c'est des simulations très lourdes, on ne peut pas les faire sur des volumes gigantesques. Donc là, ce que vous allez voir, c'est la formation de l'amas le plus massif dans la simulation. On commence à un redshift de 10, donc si vous vous rappelez la formule, 10 ça veut dire que l'univers avait des échelles qui étaient 10 plus 1, 11 fois plus faibles que celles qu'on mesure maintenant. Donc là, on parle d'un bébé univers. Il avait à peu près 500 millions d'années, alors qu'il en a 14 milliards maintenant. Et on a, globalement, une densité constante. C'est à peu près tout de la même couleur, sauf à des endroits où on a des surdensités. Et ce que vous allez voir, c'est, voilà, je lance la simulation, c'est qu'au fur et à mesure, donc on a bien les endroits où on avait des sous-densités qui deviennent de plus en plus sous-denses, les endroits où on a des surdensités qui accrètent de plus en plus de matière. Et puis, là, pour l'instant, c'est juste une accrétion continue. Et à fur et à mesure que le temps passe, on voit qu'on a des phénomènes plus seulement d'accrétion, mais de fusion entre des structures. Là, on a cette structure-là qui va fusionner avec cette structure. Et là, c'est le début de ce qu'on appelle les amas de galaxies. Tous les points, les petits points là, en fait, ce sont des galaxies. Là, ce que je vous montre, c'est la densité du gaz. Donc, vous ne voyez pas vraiment ce qu'on voit d'habitude avec juste la lumière en optique. Mais vous voyez qu'on a une accrétion et on a une fusion entre des grosses structures. Là, un amas qui fusionne avec un autre amas, paf, ça donne un autre amas. Là, ces deux amas, ils vont sans doute fusionner, je crois. Ouais, voilà. Ça nous donne un autre amas de galaxies. Et c'est ça ce qu'on appelle la formation hiérarchique des structures. On commence par former des petites structures, par accrétion continue de matière qui nous entoure. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, du fait de l'attraction gravitationnelle entre ces grosses structures, on va avoir des processus qui sont plus linéaires, vu de l'accrétion continue, mais des phénomènes non linéaires, où on a des phénomènes qu'on dit catastrophiques, où on a même des fusions entre deux sous-structures, donc c'est des phénomènes très énergétiques. Le phénomène le plus énergétique qu'on ait mesuré depuis le Big Bang, c'est la collision de deux amas entre eux qui a créé l'amas de la balle. J'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Donc là, vous avez un amas de galaxies, ici un autre amas de galaxies, entre les deux un filament de matière et un filament qui serait là-bas. Et puis si on avait une simulation encore plus grande, on verrait qu'il y aurait plein d'autres amas, comme ce que je vous montrais tout à l'heure sur la petite image. Enfin, sur cette image-là d'ailleurs. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui se passe ici dans cette petite région de l'espace. Donc on a un amas de galaxies qui au final contient tout ce que contient l'univers. On a 85%, donc là je vais vous parler juste de la matière, on enlève la composante énergie-son pour l'instant, mais si on prend juste la composante de la matière, on a 85% de cette matière qui est de la matière sombre, et donc 15% du reste qui est de la matière ordinaire, et en fait sur ces 15%, il y en a 12 qui sont un gaz chaud ionisé, c'est juste le gaz primordial qu'on avait au début de l'univers, de l'hydrogène, de l'hélium, et pas autre chose, pas beaucoup d'autres choses. Et après les galaxies, qui sont celles qu'étudiait Fritz Vicky en 1933, qui représentent juste 3% de la masse totale de la masse galaxie. Donc vous voyez, il avait un facteur 400, bon c'était surestimé, en fait c'est plus un facteur 33, mais voilà, ça montre quand même que dans un amas de galaxies, en fait les galaxies c'est une part négligeable de la masse galaxie.
Donc ce sont les plus grandes structures gravitationnellement liées de l'univers. Leur redshift typique est compris entre 0 et 3. Donc 3, à redshift 3, c'est ce qu'on appelle généralement des proto-amas. C'est les petites structures qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo qui ont fusionné ensemble pour faire un amas de galaxies plus massif et plus stable. La masse totale des amas de galaxies, elle va s'échelonner de 10 puissance 14 à 10 puissance 15 masse solaire. Donc on parle en masse solaire, on ne va pas parler en kilos. Et donc la masse solaire, comme son nom l'indique, c'est la masse du Soleil. Donc un amas de galaxies, c'est 1 suivi de 14 zéros fois la masse du Soleil, jusqu'à 1 suivi de 15 zéros. Et le milieu intra-amas, donc le milieu intra-amas qui est 4 fois plus massif que la somme des masses de toutes les galaxies, c'est un gaz chaud ionisé, et quand on dit chaud, c'est très chaud, de 10 puissance 7 à 10 puissance 8 Kelvin. Pour vous donner une comparaison, la surface du Soleil, c'est quelques milliers de Kelvin. Donc là, on parle de quelque chose qui est 10 000 fois plus chaud que la surface du Soleil. Et même si on prend le cœur du Soleil, qui peut atteindre quelques millions de Kelvin, on est quand même de 10 à 100 fois la température du cœur du Soleil. Alors là, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Les amas de galaxies, c'est quelque chose qui contient des galaxies. Nous, on est dans une galaxie, on est dans un amas de galaxies, donc ça veut dire qu'il y a des électrons, des noyaux d'hydrogène qui ont une température 10 à 100 fois plus chaude que le Soleil, qui sont là autour de nous. Alors oui, mais c'est pas grave, parce que ce gaz est très dilué, en fait. Donc, pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur de la concentration de ce gaz, dans à peu près 10 cm3, donc c'est ce que je tiens là dans ma main, on va dire, il y a un électron. Donc s'il y a un électron là dans 10 cm3 qui a une température de 10 millions de Kelvin, bon, ça nous fait pas vraiment mal, quoi. S'il y avait la densité du Soleil à cette température-là, on n'existerait pas. Donc on a plusieurs façons d'observer les amas de galaxies. La première, la façon historique, c'est d'étudier l'émission optique infrarouge qui est liée aux galaxies. Donc c'est l'émission qui est liée aux étoiles et au milieu interstellaire aussi, qui va donner un spectre continu. Donc le spectre, c'est la variation du flux en fonction de la longueur d'onde de la lumière qu'on observe, et puis des raies d'émission, d'absorption. Alors une façon qui est maintenant très puissante pour observer les spectres des galaxies, c'est d'utiliser l'instrument MUSE, qui se situe au VLT, donc sur l'observatoire du Cerro Paranal. Ici vous voyez un des télescopes du Very Large Telescope avec l'instrument MUSE qui est ici. Et donc MUSE, c'est ce qu'on appelle un spectroimageur. C'est vraiment une révolution, moi je trouve en tout cas dans l'observation en optique de tout ce qui se passe dans l'univers. Il y en a un sur le satellite du JWST. Donc ça permet de faire à la fois une image et pour tous les pixels de cette image d'avoir un spectre. Un spectre, donc comme je vous le dis, la variation du flux en fonction de la longueur d'onde observée. Donc vous voyez, on a bien un continuum qui est là, qui va nous renseigner sur la température de la galaxie, et puis quelques raies, des raies d'absorption ici. Donc les raies d'absorption, c'est juste la lumière qui passe à travers un élément, et puis du fait de la mécanique quantique, si cette lumière a une longueur d'onde qui est la bonne, on va pouvoir avoir une transition d'électrons dans cet élément, et l'électron va pouvoir gagner de l'énergie en absorbant la lumière. Et comme il absorbe la lumière, nous on en détecte moins. Et donc on a un déficit de photons à une certaine énergie. Et ces mesures-là, on peut les faire sur Terre. On peut très bien prendre par exemple un noyau d'oxygène, doublement ionisé, on balance de la lumière et on regarde à quelle longueur d'onde cet atome d'oxygène va absorber de la lumière. Et puis on note la longueur d'onde. On peut faire la même chose avec tous ces éléments. Donc ça nous permet de voir le décalage qu'il y a entre la longueur d'onde qu'on observe pour toutes ces raies et puis la longueur d'onde d'émission qu'on connaît parce qu'on a fait nos observations sur Terre. Et ce décalage de longueur d'onde, c'est ce qu'on a appelé le décalage vers le rouge. Pour les galaxies qui sont éloignées, on peut voir que les longueurs d'onde qu'on observe sont plus grandes que les longueurs d'onde d'émission. Et donc on peut voir que la spectroscopie, ça nous renseigne à la fois sur la composition chimique des galaxies qui sont dans les amas, et également sur le redshift des amas de galaxies, ce qui est très important pour la cosmologie, comme on va le voir. Par ailleurs, la distribution spatiale des galaxies peut être obtenue par des observations en optique infrarouge. Ici, vous avez une carte que j'ai obtenue pendant mon premier postdoctorat en analysant les données du satellite Spitzer. C'est un satellite qui est observé dans l'infrarouge. Et donc, tous ces points noirs, ce sont des galaxies.
Et donc j'ai fait cette observation sur l'amas MOJ 1142. Donc c'est un amas qui se situe à un redshift de 1,2, donc c'est très lointain pour les amas de galaxies. Jusqu'à 5 ans, on ne pouvait pas observer d'amas à redshift plus grand que 1, c'était très rare. Donc là, c'est des observations de très bonne qualité où on a pu donc déterminer le redshift de toutes ces galaxies qui sont dans l'image. Comme ça, on a pu séparer les galaxies qui sont en arrière-plan, les galaxies qui sont en avant-plan, et on a pu juste se focaliser sur les galaxies qui ont à peu près toutes le même redshift. Si elles sont toutes le même redshift, c'est qu'elles font partie du même objet, elles font partie de cet amas. Et on s'est rendu compte qu'on avait en fait deux sous-structures dans cet amas de galaxies, une sous-structure A qui est centrée sur la galaxie la plus massive de l'amas, et puis une sous-structure B qui est un peu plus diffuse et qui a l'air de fusionner avec la première sous-structure A. Donc ça nous renseigne sur la formation des amas de galaxies, d'étudier leur distribution. Et puis par ailleurs, en optique infrarouge, on peut également mesurer l'effet de l'antigravitationnel, donc cet effet qui en fait est une déformation de la trajectoire suivie par la lumière, eu égard à la présence de masse entre le point d'émission et le point de réception. Donc imaginez que vous avez une galaxie lointaine qui est ici, et puis notre observatoire qui est sur Terre, et entre les deux, vous avez un amas de galaxies qui est très massif. Eh bien, la lumière qui va être émise par la galaxie lointaine va avoir une trajectoire qui est différente de celle qu'elle aurait eue s'il n'y avait pas eu l'amas de galaxies. On va avoir un chemin optique qui va être différent. Et nous, ce qu'on va mesurer, c'est qu'on va voir une particule de lumière qui arrive ici, et donc si on reconstruit sa direction dans le ciel, on va se dire elle vient d'ici, et puis celle-là elle vient d'ici. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est des directions. Quand on fait une image, on dit la lumière vient de cette direction. Et donc on voit que la galaxie lointaine a été étirée à cause de cet amas de galaxies. Et c'est ce que vous pouvez voir là, si on pointe le télescope Hubble en direction de l'amas Abell 370, voilà l'image qu'on obtient, où on a les galaxies jaunes qui sont toutes les galaxies qui sont dans l'amas de galaxies, et puis vous voyez des arcs comme ça, et en fait ça c'est des galaxies d'argent qui ont été déformées. Et comme on connaît la relation entre la déformation de ces images de galaxies d'arrière-plan et la masse qu'il faut pour générer ces déformations, on peut en déduire la masse totale des amas de galaxies en mesurant l'effet de l'antigravitationnel. Et la masse, c'est également un point très important pour faire de la cosmologie, comme on va le voir. Alors, pour observer les amas de galaxies, on a également d'autres façons de faire, qui ne sont pas cette fois-ci l'émission optique des galaxies, mais l'émission due au milieu intra-amas, cette composante qui est 4 fois plus massive que les galaxies. Et donc, ce milieu intra-amas, comme il est très chaud, il va émettre un rayonnement dans le domaine des rayons X, donc les mêmes rayons qui nous traversent quand on va faire une radio chez le médecin. Et en fait, ce rayonnement, il est dû au rayonnement de freinage des électrons dans le milieu intra-amas. Alors, ce rayonnement de freinage, c'est assez simple à comprendre. Dans le milieu intra-amas, je vous ai dit, c'est un gaz chaud ionisé, donc on a des électrons qui se baladent tout seuls, des noyaux sans électrons qui se baladent tout seuls, donc des charges plus, des charges moins. Et en fait, quand un électron passe dans le voisinage d'un ion, il va subir la force électrostatique de cet ion, et sa trajectoire va être déviée, il va être accéléré. Un peu comme vous prenez votre voiture, vous faites un virage, vous sentez l'accélération qui vous pousse vers l'extérieur. Pour une particule chargée, ressent une accélération, elle émet un rayonnement électromagnétique. Et plus l'accélération est importante, plus l'énergie de ce rayonnement électromagnétique est importante. Comme je vous ai dit, dans le milieu intra-amas, on a des électrons qui ont une température de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de Kelvin. Donc les accélérations subies sont très très fortes. Et donc le rayonnement qui est émis a également une très grande énergie, et on est dans le domaine des rayons X, dans un domaine de faible énergie. Et ces rayons X, cette quantité de rayons X va être proportionnelle au carré de la densité du milieu intra-amas. Plus on a d'électrons, et plus on va avoir une brillance de surface X qui va être grande. Donc ici, vous pouvez voir la carte que j'ai obtenue avec le satellite Chandra dans le domaine des X. C'est le même amas que je vous montrais tout à l'heure en optique, et où on voit donc un signal de rayon X qui est très important autour de la sous-structure A, et puis un signal un peu plus diffus au niveau de la sous-structure B qui était en train de fusionner avec la sous-structure A. Alors cependant, le rayonnement X, il est bien émis par l'amas lui-même, donc il part dans toutes les directions. Et nous, ce qu'on mesure, c'est juste le rayonnement X qui est arrivé à nous. Donc plus on a un amas qui est distant, et moins on récolte de lumière. Donc en fait, cette observation d'amas de galaxies dans le domaine des rayons X va être très limitée aux amas qui sont proches de nous. Plus un amas va être distant, plus le flux X va être faible, et plus il va être difficile d'observer.
des galaxies distincts avec cette méthode. On est obligé d'utiliser des satellites pour faire ce type d'observation parce que, heureusement, on a l'atmosphère qui est là, qui absorbe tous les rayons X, parce que sinon ça voudrait dire qu'on se prendrait un flux de rayons X aussi grand que quand on va faire une radio, mais tout le temps. Donc on aurait vite tout ce cancer. On doit aller au-delà de l'atmosphère pour pouvoir mesurer ces rayons X, et donc on utilise des satellites. Ici c'est le satellite Chandra. Il y a aussi le satellite XMM Newton qui est de la méthode Chandra, et depuis on a le satellite Hirosita aussi. Alors là je vous parlais d'un qu'on ne sans doute pas, mais qui est très important maintenant dans la cosmologie et l'astrophysique, en particulier pour les amas de galaxies, c'est ce qu'on appelle l'effet Sunyaev-Zeldovich. Donc Sunyaev et Zeldovich qui étaient des Russes. Donc Sunyaev est vivant, Rachid Sunyaev est vivant, mais Zeldovich est mort il y a quelques années. Et donc c'est un effet qui est très intéressant pour étudier les amas de galaxies parce que c'est basé sur la lumière du fond diffus cosmologique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors en fait c'est simple à comprendre. Encore une fois, on n'observe pas les galaxies, on observe le milieu intra-amas, donc cette composante de gaz chaud ionisé. Et ce qui se passe, donc l'effet Sunyaev-Zeldovich, c'est simplement que lorsqu'on a des photons du fond diffus cosmologique, qui est la première lumière qui est notre univers, qui passe à travers un amas de galaxies, ce photon du fond diffus cosmologique, qui a une faible température, vous avez dit 2,7 Kelvin, une faible énergie, va pouvoir interagir avec les électrons très énergétiques du milieu intra-amas. Et donc, si on a une interaction, l'électron très énergétique va communiquer de son énergie au photon du fond diffus cosmologique. C'est ce qu'on appelle l'effet Compton. Et donc, le photon du fond diffus cosmologique va sortir de l'amas avec une énergie plus importante que celle qu'il avait avant d'entrer dans l'amas de galaxies. Et donc, si on regarde le fond diffus cosmologique en direction d'un amas de galaxies, on va se rendre compte que le spectre du fond diffus cosmologique, donc qui est représenté ici en pointillé, donc c'est la variation du flux du fond diffus cosmologique en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence, c'est la même chose. Mais on va se rendre compte que ce spectre, il n'a pas la même tête que celui qu'on a dans d'autres directions du ciel où il n'y a pas d'amas de galaxies. Normalement, ce spectre, il doit être tout le temps le même parce que le spectre du fond diffus cosmologique, c'est le spectre d'un corps noir, et comme le fond diffus cosmologique a la même température partout dans le ciel, à peu près, ce spectre doit être le même partout dans le ciel. Mais en fait, quand on regarde un amas de galaxies, on se rend compte que tout ce spectre, il est décalé vers les hautes fréquences, vers les hautes énergies, parce que les photons du fond diffus cosmologique ont gagné de l'énergie en interagissant avec les électrons du milieu intra-amas. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde en direction, le fond diffus cosmologique en direction des amas, eh ben, on a, aux fréquences inférieures à 217 GHz, moins de photons que ce qu'on devrait avoir. Et la courbe pointillée, on n'a plus la courbe pointillée, on a une courbe qui est noire, qui est plus basse aux fréquences inférieures à 217 GHz. Et aux fréquences supérieures, c'est l'inverse. On a plus de photons du fond diffus cosmologique. Donc, on observe soit des trous dans le fond diffus cosmologique, donc aux fréquences inférieures à 217 GHz. Si on regarde à 217 GHz, on ne voit aucun effet de l'amas de galaxies, parce qu'on a l'intersection des deux courbes, donc autant de photons dans un cas ou dans l'autre. Et puis si on regarde aux fréquences supérieures, on a un excédent de photons du fond diffus cosmologique. Donc c'est une façon de détecter des amas de galaxies qui est très puissante, parce que ici, ce n'est pas l'amas de galaxies qui émet de la lumière. On regarde la lumière du fond diffus cosmologique. Donc que l'amas de galaxies soit proche ou distant, ça n'affecte pas les observations. On peut avoir un amas de galaxies arbitrairement loin et on aura le même effet sur l'énergie des photons du fond diffus cosmologique. Donc ça, on dit que l'effet Z est indépendant du redshift et ça nous permet de détecter les amas de galaxies de très haut redshift. Et par ailleurs, l'amplitude de cet effet va être liée à la quantité d'énergie totale que contient le milieu intra-amas, la quantité qui peut céder aux photons du diffus cosmologique. Et donc ça va être proportionnel à la pression du milieu intra-amas. Plus on a une pression importante, plus on va avoir une énergie importante à céder. Donc les deux caractéristiques de l'effet Z, c'est qu'on peut mesurer la pression du milieu intra-amas et détecter les amas de haut redshift, contrairement aux rayons X. Et donc la combinaison, donc ça c'est des travaux que j'ai effectués pendant ma thèse et pendant mon premier postdoctorat, c'est la combinaison de la mesure de l'effet Z et la mesure du flux dans le domaine des rayons X, parce que cette combinaison, ça nous donne un moyen très puissant d'obtenir la masse des amas de galaxies, c'est ce qu'on appelle la masse hydrostatique. Donc c'est pas la même masse qu'on obtient grâce à la mesure de l'effet de l'antigravitationnel, ça n'a rien à voir avec l'effet de l'antigravitationnel, c'est en utilisant la formule de l'équilibre hydrostatique qui dit juste que pour avoir une structure stable, il faut compenser la force gravitationnelle qui tend à effondrer tout le système par une force de pression
qui tend à repousser cette force de gravitation. Il faut qu'on ait un équilibre fin entre ces deux forces. Et ça, un objet, un équilibre hydrostatique que vous connaissez bien, c'est le Soleil. Le Soleil, c'est un objet massif, donc la force de gravitation tend à ce que toutes les couches du Soleil s'effondrent au cœur du Soleil, et pourtant, c'est pas ça ce qui se passe, hein, le Soleil est bien stable, ben, c'est parce qu'on a des forces de pression qui sont liées aux réactions de fusion nucléaire dans le Soleil, qui contrebalancent la force de gravité qui veut tout faire effondrer au centre du Soleil. Donc on dit que le Soleil est en équilibre hydrostatique. Et ben, les amas de galaxies, c'est pareil. On a le milieu intra-amas, là, ce gaz chaud ionisé, un plasma, un peu comme un Soleil, qui ne va pas s'effondrer tout au centre de l'amas et qui n'est pas non plus en expansion au dehors de l'amas de galaxies. On a vraiment une structure stable qui garde un volume plutôt constant. Et donc ça veut dire que les forces de pression du milieu intra-amas sont suffisantes pour contrebalancer la force gravitationnelle qui est créée par l'ensemble de la masse de l'amas de galaxies qui tend à faire effondrer tout ce milieu intra-amas au centre de l'amas. Donc grâce aux rayons X et à l'effet Z, on peut mesurer cette force de pression qui dépend donc de la densité du gaz et donc en déduire la masse hydrostatique des amas de galaxies. Alors pourquoi tout ça c'est important? Je vous ai parlé de la masse qui était très importante, je ne vais pas arrêter de parler de masse et aussi de redshift. C'est parce que pour faire de la cosmologie avec les amas, on a besoin de ces deux quantités. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un cas que je trouve intéressant parce qu'on peut faire de la cosmologie avec les amas de galaxies, mais en étudiant qu'un seul aussi. Donc juste en étudiant un amas de galaxies, on peut en déduire des choses sur le contenu de l'univers et en particulier sur la matière sombre. Et alors ce cas très intéressant, c'est l'amas de la balle. Donc on l'a appelé comme ça, on lui a donné un petit nom parce que c'est un cas spécial, mais alors son nom compliqué c'est celui-là, là je ne vais pas le lire, mais bon 1E0657, bon je l'ai vu quand même. Et donc c'est un amas particulier, je vais vous dire pourquoi. Donc l'image qu'on obtient grâce au télescope spatial Hubble, c'est cette image qui est là en rouge-orange, avec le code couleur rouge-orange, où on voit toutes les galaxies qui sont présentes dans l'amas de galaxies. Bon. En étudiant cette image, on peut faire la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, la mesure de l'effet de l'antigravitationnel, et donc reconstruire la distribution de masse totale dans cet amas de galaxies. Et on se rend compte que la masse, donc cette masse totale, elle est distribuée suivant ces contours verts que vous voyez peut-être. On a donc deux pics de concentration de masse. On a beaucoup de masse qui est concentrée ici, puis de moins en moins. Là, au centre, on n'en a pas beaucoup, et puis ici, on a beaucoup de masse. Donc ça, il faut le voir comme la masse qui est responsable de l'effet de l'antigravitationnel. On voit qu'on n'a pas beaucoup d'effet de l'antigravitationnel au centre, et puis on en a beaucoup sur les côtés. Et là, c'est ce qu'on observe quand on regarde les rayons X qui sont émis par cet amas. Donc une image qui a été faite par le satellite Chandra. On voit donc ici, je vous rappelle, la distribution du gaz. C'est la densité du milieu intra-amas qui est responsable de l'émission de rayons X. Et donc si on superpose ces deux images, on va pouvoir voir à la fois la distribution du gaz et puis la distribution de masse totale qui est liée à notre reconstruction qu'on a pu faire grâce à l'effet de l'antigravitationnel, et on obtient ça. Alors on voit ici en rouge la distribution du gaz qui est à l'émission de rayons X qu'on a pu mesurer avec Chandra, et puis ici en bleu sont les pics de densité de matière, de la masse, les pics de densité de masse qui est responsable de l'effet de l'antigravitationnel. Donc ce qu'on dit là, c'est que l'essentiel de la masse dans l'amas de galaxies se situe ici et ici. Bon, alors c'est quand même quelque chose d'étrange, hein, parce qu'on voit que tout le gaz est ici, et puis on est en train de dire que toute la masse est à l'extérieur du gaz en fait. Donc il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits sur la compréhension de la dynamique de ce système, et on en est venu, alors le consensus scientifique maintenant c'est qu'en fait cet amas c'est le résultat de la fusion de deux amas de galaxies dans le plan du ciel quasiment. Et donc là vous allez voir une animation qui a été faite par Andrew Robertson, où on peut voir donc un premier amas de galaxies qui est ici. On a donc toutes les galaxies que vous voyez là. Le bleu, c'est ce qu'on va appeler la matière sombre, et le rouge, c'est ce qu'on appelle le milieu intra-amas, donc le gaz chaud qui est responsable de l'émission en X. Et puis vous allez voir quelque chose apparaître sur la gauche qui va être un autre amas qui va rentrer en collision avec ce premier amas. Donc là, pour l'instant, lui, il est tranquille, hein, un amas, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis là, ce premier amas arrive, paf, il entre en collision, et comme on a des interactions entre les particules du milieu intra-amas, on a ce front de choc qui arrive,
C'est de la mécanique des fluides, hein, au niveau du milieu intra-amas, c'est de la matière ordinaire, donc on sait ce qui se passe. On a des interactions entre des particules chargées, et donc on a les mêmes choses qui se passent quand on tire une balle dans de l'eau. On a un front de choc qui apparaît, donc là on peut le voir très bien sur l'émission X, et on peut voir que cette matière sombre, si elle a une propriété qu'on pense, c'est-à-dire qu'elle interagit très faiblement, elle peut se passer à travers sans interagir, et elle n'est pas affectée par la présence de la galaxie. Donc elle traverse sans interagir avec le gaz ni avec les autres particules de matière sombre. Donc on peut voir qu'on a quand même une concordance assez forte avec les observations. Donc ce système qui est particulier, parce que vraiment avoir une situation dans le plan du ciel, hein, c'est pas le long de la ligne de visée, c'est dans le plan du ciel, deux amas qui se rendent devant, ça nous permet de distinguer fortement la présence de gaz, où on a des fortes interactions, et la présence des galaxies. Les galaxies qui sont un peu comme la matière noire. Les galaxies, elles sont tellement séparées par du vide entre elles que la probabilité que deux galaxies se rentrent l'une dans l'autre est extrêmement faible. Donc en fait, là, les galaxies, elles sont aussi passées les unes à travers l'autre sans interagir. On n'a quasiment rien eu comme effet, à part quelques effets de marée liés à la gravitation. On n'a pas eu beaucoup d'effets dans cet amas de galaxies. Et donc on peut faire cette distinction entre les galaxies et le gaz. Et comme le gaz est 4 fois plus massif que les galaxies, je vous le rappelle, on devrait s'attendre à avoir un pic de masse ici, au niveau du gaz. Et ce qu'on voit, c'est que les pics de masse sont à l'extérieur du gaz. Donc ça nous montre vraiment qu'on a quelque chose qui est 6 fois plus massif que le gaz et qui interagit très faiblement pour expliquer ces pics de masse qu'on voit à l'extérieur du gaz. Donc c'est encore un indice supplémentaire sur la matière sombre, et en plus, ce système-là nous a permis de déterminer les probabilités d'interaction de la matière noire avec elle-même, ce qu'on appelle la section efficace d'auto-interaction, parce que si on avait une section efficace d'auto-interaction, donc une probabilité qu'une particule de matière noire interagisse avec une autre particule de matière noire, si cette probabilité était forte, on aurait vu à peu près la même chose que ce qui se passe pour le gaz, c'est-à-dire qu'on aurait eu des particules de matière sombre qui auraient interagi entre elles, et la matière sombre serait restée fixée au centre, au point de collision, quoi. Et c'est pas ce qui se passe. En fait, en déterminant la différence entre le centre de gravité lié à la masse totale et le centre de gravité lié juste aux galaxies, on peut en déduire une probabilité d'auto-interaction de la matière noire. Donc ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses sur la matière noire juste en étudiant un seul système. Mais bien sûr, l'avenir de la cosmologie avec les amas, c'est pas d'étudier un seul système, c'est d'étudier des catalogues d'amas-galaxies. Et donc ça, c'est ce que va pouvoir faire de façon très bonne le satellite Euclide, qui est une mission spatiale de l'ESA, dont le lancement est prévu pour mars 2023. C'est vraiment dans pas longtemps. Ici, vous pouvez voir le satellite qui est, il est quasiment fini. Hein. On est dans une période de test. Et la mission va durer 6 ans. Donc ça va être un peu comme JWST, on va être situé au point de Lagrange L2, donc c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et l'objectif, c'est de faire un grand relevé extragalactique de 15 000 degrés carrés. Donc ici, vous pouvez voir les régions du ciel qui vont être couvertes, donc à l'intérieur des contours bleus ici. Donc ici, on est vraiment à l'extérieur de la galaxie. On ne veut pas être contaminé par la lumière de notre galaxie. Et on évite aussi le plan de l'écliptique, donc le plan du système solaire. Donc le satellite va à un champ de vue de 0,5 degrés carrés et il est focalisé sur la lumière visible et le proche infrarouge. Et grâce à la sensibilité de cet instrument, on attend un nombre d'amas de l'ordre de 200 000, ce qui est un gain d'un facteur 100 sur le nombre d'amas qu'on a actuellement pour faire de la cosmologie. Le satellite Planck, qui a permis de détecter les amas de galaxies grâce à l'effet Z, il a détecté à peu près 1200 amas. Là, on en a encore 200 000, donc ça va vraiment être une révolution pour la cosmologie avec les amas de galaxies. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire de la cosmologie avec les amas de galaxies, ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas, mais bon, je vais vous dire, il faut juste compter les amas. Bon, il faut les compter en fonction de leur masse et aussi en fonction de leur redshift. Donc c'est plutôt cette partie-là qui est compliquée, c'est comment on estime la masse et le redshift des amas de galaxies. Mais bon, au final, si on arrive à déterminer leur masse et leur redshift, alors il faut juste compter les amas en fonction du redshift, et là on peut voir plein de courbes qui sont des courbes différentes obtenues pour différents modèles cosmologiques. Donc je vous rappelle, le oméga m, c'est le paramètre cosmologique qui donne la densité de matière dans l'univers. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est autour de 0,3. Si on fait la somme de la matière sombre et de la matière ordinaire, on obtient 30%. Et là, vous pouvez voir différentes courbes qu'on obtient. Donc en violet, c'est pour des amas de galaxies qui ont une masse comprise entre 4 et 6, 10 puissance 14 masses solaires. Et en bleu, c'est pour les amas de galaxies qui ont une masse comprise entre 2 et 4 fois 10 puissance 14 masses solaires.
Et on peut voir que si oméga m vaut 0,3, on a les courbes pleines. Voilà. Et si oméga m vaut 0,2, on a les courbes qui sont en tiret pointillé plus faibles ici. Et donc là, on voit vraiment un effet significatif, parce que par exemple, si on regarde au redshift de 0,4, si oméga m vaut 0,3, on a un certain nombre d'amas, mais si c'est 0,2, le nombre d'amas est divisé par 2. Donc avoir beaucoup d'amas de galaxies à compter, ça nous permet d'avoir une précision forte sur la mesure de oméga m. Parce qu'on va pouvoir retracer le nombre d'amas de galaxies en fonction du redshift, et donc trouver la meilleure valeur d'oméga m qui permet de rendre compte de ces observations. Et là, vous pouvez voir également sur cette figure qu'il est très important d'avoir des masses précises aussi. Si on se focalise par exemple sur cette région de la figure, donc je vous mets là où il faut regarder, c'est ici, où on a la courbe bleue qui est vraiment très proche de la courbe violette. Et bien vous pouvez voir que si on a une précision de masse qui est insuffisante, par exemple prenons un cas où on dirait la masse de cet amas c'est 4 plus ou moins 1 masse solaire. Si c'est 4 plus ou moins 1, on ne sait pas s'il fait partie de la courbe violette ou s'il fait partie de la courbe bleue. Donc si c'est la courbe violette, ça veut dire que oméga m vaut 0,4, et si c'est la courbe bleue, ça veut dire qu'oméga m vaut 0,2. C'est quand même une grosse barre d'erreur. Si on n'est pas capable de dire qu'oméga m c'est 0,2 ou 0,4, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas juste avoir la masse de la masse galaxie à 4 plus ou moins 1, c'est avoir la masse de la masse galaxie à par exemple 5 plus ou moins 0,1. Là au moins on est sûr qu'il fait partie de la courbe violette, et donc que c'est le oméga m supérieur à la 0,4. Bon, ce sera pas ce cas-là qu'on aura, je ne présente pas semblablement, mais vous avez compris l'idée, il faut avoir des masses précises pour avoir de la cosmologie précise. C'est la même chose pour les redshifts. Ici, vous avez, si on se focalise sur cette gamme ici, ce qu'on va faire, c'est compter des amas de galaxies par petites tranches de redshift, et là vous pouvez voir que le nombre d'amas de galaxies dans ce modèle-là où oméga m vaut 0,2, c'est le même que celui qu'on obtient dans ce modèle-là, dans cette gamme de redshift entre 1 et 1.1, si oméga m vaut 0,3. Et donc si on n'est pas capable de dire, si notre erreur sur le redshift par exemple c'est ça, c'est 0,1, et que si on a 1 plus ou moins 0,1, on ne sait pas si la masse galaxie il est à gauche ou à droite. Donc on ne sait pas si le modèle cosmologique c'est 0,2 ou 0,3. Donc c'est la même chose, on doit avoir des redshifts mesurés très précisément. Et fort heureusement, avec Euclide, on atteint une précision sur le redshift de l'ordre de 0,001. Donc là, on va avoir vraiment des précisions remarquables. Donc, pour faire de la cosmologie, je vous ai dit, il faut aussi... Donc, la question du redshift, je pense que pas trop de soucis. Par contre, la question de la masse, c'est très important. Parce qu'avoir des masses précises par effet de l'antigravitationnel, ce que va pouvoir faire Euclide, c'est très compliqué. Et donc, c'est bien d'avoir d'autres façons d'estimer la masse des amas de galaxies. Et là, je vous rappelle donc, la façon que j'ai étudiée pendant ma thèse et mon postdoctorat, c'est une façon qui ne repose pas du tout sur la mesure de l'effet de l'antigravitationnel. Cette masse hydrostatique qui combine les mesures en rayon X et en effet Z, c'est une masse qui va être supplémentaire et qui est généralement plus précise que la masse qu'on obtient par l'effet de l'antigravitationnel. Et la limite sur la précision de ces masses, ce n'est pas les rayons X, on a vraiment des mesures très précises sur la densité, mais c'est notre façon de mesurer la pression grâce à l'effet Z. Alors le satellite Planck que vous voyez là, ça a vraiment été un pionnier pour la détection de l'effet Z, donc comme je vous l'ai dit, on a pu le faire pour plus de 1000 amas. Cependant, la résolution angulaire de Planck, elle était très faible, donc on peut éliminer la variation avec le rayon pour les amas qui étaient distants. En fait, on voit pour les amas distants, c'est une carte comme ça, où là vous avez la taille typique des structures qu'on peut résoudre avec le télescope Planck, donc c'est la résolution angulaire, et vous voyez que la taille que l'image de l'amas fait à peu près la taille de ce qu'on appelle le lobe de Planck. Donc on a juste un gros bloc de matière, on ne peut pas vraiment dire la variation radiale de pression. On n'a aucun moyen de connaître les détails de structure de cette amas de galaxies. Et donc comme on ne peut pas avoir une mesure précise de la variation radiale de pression, on ne peut pas avoir une mesure précise de la masse. Donc comment faire pour avoir des mesures plus précises? Eh bien on peut faire une liste de prérequis instrumentaux. C'est ce qu'on a fait au début de ma thèse. Donc on s'est dit, il nous faut une haute résolution angulaire, donc il nous faut un télescope de grand diamètre, parce que la résolution angulaire qu'on obtient pour un instrument, c'est proportionnel à lambda, la longueur d'onde qu'on étudie divisée par d, le diamètre de notre miroir. Lambda, c'est fixé, si on veut mesurer l'effet Z, on est obligé d'être autour d'une fréquence de 217 GHz, comme je vous l'ai dit. Et après, D, il va falloir qu'il soit très grand. Donc très grand, ça veut dire plus que Planck, qui était de l'ordre du mètre,
Donc si on parle de quelques dizaines de mètres, ça ne peut pas être quelque chose qu'on envoie dans l'espace. On ne peut pas faire des miroirs de plusieurs dizaines de mètres dans l'espace, on ne peut pas le caler dans une fusée, donc ça doit être un observatoire terrestre. Ensuite, on doit avoir un instrument pour des observations AZ, donc des détecteurs sensibles aux longueurs d'onde millimétriques. On doit avoir un grand champ de vue, parce que les amas de galaxies, c'est quand même des structures diffuses, donc qui occupent beaucoup de place dans le ciel. Donc il faut pouvoir avoir une grande matrice de détecteurs pour pouvoir les observer. Et on a besoin d'une haute sensibilité, parce que l'effet Z, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est assez récent, hein. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est très difficile de mesurer cet effet. On parle d'une petite variation de l'énergie des photons du fond du flux cosmologique. Donc on a généralement besoin de détecteurs supraconducteurs couplés à un système cryogénique qui permet de les refroidir pour augmenter encore plus leur sensibilité. Donc basé sur toute cette liste de prérequis, on a construit un instrument qui s'appelle la caméra Mica 2, qui est basé sur une nouvelle technologie de détecteurs très sensibles, qui sont les détecteurs à inductance cinétique. Je pourrais vous en parler pendant les questions si vous voulez. Et qu'on refroidit à une température de 150 millikelvin grâce à un cryostat qui a été conçu à Grenoble à l'Institut Néel. Donc là, vous voyez une vue schématique du cryostat avec les trois matrices de détecteurs. Une matrice qui va observer à 150 GHz et deux matrices qui vont observer à 260 GHz. On a une acquisition des données qui se fait par des cartes de lecture qui ont été conçues au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie où j'ai fait ma thèse. Et puis après, on a installé tout ce système dans la cabine du télescope de 30 mètres de l'IRAM, donc à Pico Veleta en Espagne, pour avoir donc ici 30 mètres et donc une résolution angulaire très importante. Donc là, vous voyez la vraie image du cryostat et une vraie carte électronique, comme ça, on n'a pas juste des vues schématiques. Et donc pour vous donner une idée plus précise d'où ça se situe, donc c'est ici, hein, vous avez l'Espagne qui est là, la Sierra Nevada, Pico Veleta et le télescope de 30 mètres qui se situe à une altitude de 2850 mètres. On est obligé d'aller à assez haute altitude pour avoir un ciel de bonne qualité avec le moins possible de vapeur d'eau. Alors c'est la vapeur d'eau qui est le plus gros problème dans les observations millimétriques parce que c'est celle qui absorbe la lumière millimétrique. Et en fait, cet endroit ici, c'est un des endroits les plus secs d'Europe. On ne fait pas plus sec que la Sierra Nevada. Quand vous y allez, vous avez mal au nez, hein. C'est à ce point-là. Et donc c'est une situation excellente pour des observations millimétriques. Ici, vous pouvez voir par exemple la transmission atmosphérique, donc à quel point l'atmosphère laisse passer la lumière en fonction de la quantité de vapeur d'eau, donc on parle en millimètres de vapeur d'eau. Donc si c'est 1, ça veut dire que toute la lumière passe, et puis si c'est faible, ça veut dire qu'il faut multiplier le flux qui arrive par cette transmission pour savoir ce qui nous reste. Donc par exemple, quand on a 1 mm de vapeur d'eau, c'est-à-dire pas beaucoup de vapeur d'eau, ben on est très proche de 1, sauf au niveau des raies d'absorption de l'oxygène et de l'eau, parce que là c'est des éléments qui absorbent la lumière, on n'y peut rien. Mais plus il y a d'eau, et plus on voit que la transmission diminue. Et les bandes passantes de la caméra Mica 2, on les a optimisées pour qu'elles soient dans ces fenêtres entre des raies d'absorption. Donc la première centrée à 150 GHz et les deux autres centrées à 260 GHz. Et donc pour vous donner l'idée de ce qu'on obtient grâce à cet instrument, donc ici vous avez le télescope de 30 mètres de l'IRAM. Je vous ai mis une photo avec moi à côté là pour vous voir bien compte de la taille de cet engin, c'est gigantesque. Et ici en plus je suis assez loin, je ne suis pas non plus à côté, mais sinon ça rentre pas dans la photo. Et donc là vous avez la carte Planck que je vous montrais tout à l'heure, où on a un amas lointain qu'on ne peut pas résoudre, hein. On ne peut pas voir la structure à l'intérieur de cet amas parce que le miroir, j'ai essayé de mettre le satellite Planck à l'échelle, hein, donc c'est beaucoup plus petit que le télescope, et grâce donc, à ce télescope, on a un facteur 40 sur la résolution angulaire, et donc on peut voir ce qui se passe. Donc c'est vraiment pas de la triche, hein. Ça c'est vraiment l'amas qui est ici. Donc ça c'est tous les détails qu'on peut voir, et ici vous pouvez voir la résolution angulaire de Mica 2, donc on a beaucoup d'éléments indépendants qu'on peut résoudre dans cette amas de galaxies. On peut voir enfin la structure de l'effet SZ qui est à l'intérieur de cet amas. Donc on a pu le faire pour plein d'autres amas. On avait un programme d'observation de 50 amas de galaxies Planck détectés donc, à des récifs plus grands que 0,5, où tous les amas ressemblent à ça pour Planck, et puis nous, tous nos amas ressemblent à ça, et donc on peut étudier cette fois-ci la variation de la pression en fonction des rayons et obtenir des masses beaucoup plus précises. Et en obtenant des masses plus précises, eh ben, on va avoir une amélioration de la cosmologie. Ici, vous avez la répartition des amas qui ont été détectés grâce à l'effet Z. Donc ici, c'est par Planck. Et ici, les points que vous voyez en bleu et en violet, c'est par des instruments au sol. Donc on a le South Pole Telescope, qui est le télescope que j'ai pu utiliser pendant mon premier postdoctorat. Et puis l'Atacama Cosmology Telescope, qui est un télescope situé dans le désert d'Atacama au Chili, qui ont aussi détecté des amas de galaxies par l'effet Z. Et donc jusqu'à maintenant,
on ne pouvait pas résoudre la structure interne de ces amas, on pouvait estimer la masse précisément que des amas de galaxies qui sont ici, à faible redshift, et grâce à Nika 2, on peut en fait pousser notre estimation de la masse à plus haut redshift, et comme je vous ai montré, pouvoir avoir des masses précises sur une grande gamme de redshift, ça nous permet d'avoir des mesures plus précises pour la cosmologie. Donc maintenant, je vais finir très rapidement, j'ai pas mal dépassé, sur l'astrophysique avec les amas de galaxies. Je sais pas comment déplacer. Donc, en fait, les amas de galaxies, ça nous permet aussi d'étudier les noyaux actifs de galaxies. Donc ça, c'est des trous noirs supermassifs qui vont émettre des jets de matière. Donc ici, vous pouvez voir le cas emblématique d'un noyau actif de galaxie, c'est la galaxie Centaurus A, où on peut voir donc, la galaxie centrale ici avec son disque, et puis des jets de matière qui sortent du centre de cette galaxie, et ces jets ils sont créés par ce qu'on appelle un trou noir supermassif, qui a un disque d'accrétion ici. Donc il attire de la matière et il l'échauffe pour former un disque d'accrétion qui tourne autour de ce trou noir. Et comme on a des particules qui sont chargées en rotation, on a une création de champ magnétique. Et ce champ magnétique va confiner des particules relativistes et créer ces jets de matière. Mais encore maintenant, on a encore très peu de connaissances sur les mécanismes de création de ces jets, leur puissance, et surtout comment ils sont liés à la physique du trou noir supermassif. Donc pour ça, on a besoin de faire des observations pour pouvoir tester le modèle concordant qu'on a sur les noyaux actifs de galaxies. Alors pour l'instant, le modèle qu'on a, qui fait plutôt consensus dans la communauté, c'est que les noyaux actifs de galaxies qui produisent ces jets, donc c'est un certain type de noyau actif de galaxies, ce type de noyau actif de galaxies va avoir un processus de rétroaction qu'on appelle de rétroaction négative. On a deux types de rétroaction dans la nature, en physique. On a les rétroactions positives qui vont amplifier le phénomène qui a créé le processus, et puis on a les phénomènes de rétroaction négative qui vont au contraire diminuer. Pour vous donner un exemple de rétroaction positive, on a le cas emblématique du réchauffement climatique qui, au pôle Nord, engendre la fonte des glaces qui étaient blanches et qui permettaient la réflexion de la lumière du Soleil en dehors de la planète Terre, et donc qui permettait de limiter le réchauffement du sol au niveau du pôle Nord. Et donc, quand la glace fond, on a cette réflexion qui diminue, donc la chaleur qui augmente, donc la glace qui fond plus vite. Donc, si elles font plus vite, on a moins de réflexion, donc elles font de plus en plus vite. Donc, vous voyez, c'est une rétroaction positive. C'est un phénomène, normalement, qui amplifie de plus en plus le phénomène de fonte de la glace. Dans les noyaux actifs de galaxies, c'est un phénomène de rétroaction négative. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on pense que le noyau actif de galaxies est nourri par l'accrétion de nuages de matière froid. Donc, le gaz froid va pouvoir tomber sur le trou noir central. Si c'était du gaz chaud, il serait trop énergétique pour tomber sur le trou noir. Il va plutôt faire des passages, un peu comme les galaxies dont je vous parlais avec Fritz Zwicky. Si c'est trop énergétique, elles vont juste partir, elles ne sont pas suffisamment froides, entre guillemets, avec une vitesse assez faible pour pouvoir attirer sur le centre. Donc il faut des nuages de gaz froid pour qu'ils soient attirés vers le centre de ce trou noir supermassif. En nourrissant ce trou noir supermassif, on va avoir cet effet de rétroaction qui va induire des jets de matière très énergétiques qui vont expulser les nuages de gaz froid et aussi les échauffer, et donc limiter la pression de matière sur le trou noir. Donc c'est pour ça que c'est négatif, il va moins se nourrir à cause de ces jets de matière, et puis à un moment ces nuages de gaz chaud vont être suffisamment loin pour se refroidir, puis on va avoir des nouveaux nuages de gaz froid qui vont pouvoir tomber sur le trou noir, et un nouveau cycle de jet de matière qui va se produire. Donc ici, je vais vous montrer une simulation qui a été faite par un doctorant à UNLV sur le cycle de fonctionnement d'un noyau actif de galaxie, où ici vous allez voir la température de ce gaz qui entoure le trou noir supermassif. Donc, vous imaginez que vous avez un trou noir supermassif qui est là au centre. On a au départ de la simulation une température qui est plus faible que celle qu'on a autour. Donc ça c'est normal, au centre d'une galaxie, et même au centre d'un amas de galaxie, parce que la température soit plus faible, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là où on a une grosse concentration de gaz, une forte densité, on a beaucoup de rayons X qui sont émis. Je vous ai dit, l'imprimance de surface en X, elle est proportionnelle au quart de la densité. Donc plus on a de densité, plus on a d'émissions de rayons X. Et si on a une émission de rayons X, ça veut dire qu'on a une perte d'énergie. Les rayons X, ils vont vers nous, ils emportent l'énergie du système. Et donc l'énergie qui reste, elle est plus faible que s'il n'y avait pas eu cette émission de rayons X. Si on a beaucoup d'énergie qui part à cause de la
densité, ça veut dire une température qui est plus faible aux endroits où on a une forte densité qu'aux endroits où on a une plus faible densité. Donc on sait que la température au niveau du trou noir supermassif doit être plus faible que celle qui l'entoure. Et donc maintenant je lance la simulation, donc ça va très vite. Donc vous allez voir ici ces nuages de matière froide qui sont en violet, bleu et vert. C'est ce qui brûle le trou noir supermassif central. Et puis on voit que ça tourne et on a une création de jet de matière qui est rouge foncé. Donc là on est déjà très avancé dans la simulation. Donc le gaz s'est bien échauffé. Donc là vous voyez, le gaz s'est beaucoup trop échauffé. Je vais la relancer. Mais concentrez-vous sur les jets de matière qui vont être en rouge foncé et aux clumps, aux nuages de matière froide qui vont être en bleu violet. Donc au début c'est assez chaotique, et puis à un moment on voit la chose beaucoup plus clairement. Voilà. Le gaz froid qui se refroidit, ça nourrit le trou noir supermassif, et là dans cette direction vous voyez on a des jets rouges qui sortent du trou noir supermassif, qui attirent de plus en plus, qui accrètent de plus en plus. À un moment il n'y a plus assez de matière froide, mais le gaz est trop chaud, donc il faut le temps que ça se refroidisse. Là c'est suffisamment froid, et on a ces nuages qui réapparaissent et qui sont attirés par le trou noir supermassif et qui réchauffent le milieu. Vous voyez là, le milieu est encore trop chaud et il faut attendre que ça se refroidisse pour reformer ces nuages de matière froide qui vont s'effondrer. Donc ça c'est la vision qu'on a des moyeux actifs de galaxies pour l'instant, mais on a vraiment encore beaucoup de choses à apprendre et il faut des observations supplémentaires pour estimer la puissance de ces jets. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait on peut estimer la puissance de ces jets grâce aux amas de galaxies. Ici vous voyez l'image qu'on a obtenue de l'amas de galaxie MSO 755 où on peut voir en bleu l'émission de rayons X, donc ça c'est le milieu intra-amas dont je vous parlais tout à l'heure, la densité du gaz. En jaune, c'est la distribution des galaxies qu'on obtient grâce au télescope Hubble. Et puis en rouge, c'est l'émission radio qui est liée aux électrons qui sont relativistes dans les jets de matière. Comme les électrons sont relativistes, ils vont pouvoir tourner autour des lignes de champ magnétique, et ça c'est ce qu'on appelle l'effet synchrotron. Et ça émet de la lumière dans le domaine radio. Donc là, si on superpose ces trois images, on obtient ça. On voit donc qui héberge le trou noir supermassif qui engendre ces jets de matière dans le domaine radio. Et puis on voit que ces jets de matière, ils ont un effet en fait sur l'amas de galaxie dans son ensemble. Ils ne vont pas juste affecter la galaxie qui héberge le trou noir, ils vont affecter également tout le milieu intra-amas en creusant des cavités ici. Donc c'est les jets de matière qui sont tellement puissants qui font une force mécanique sur le gaz du milieu intra-amas et l'éjectent de là où ils sont passés. Donc on a vraiment on creuse l'amas de galaxie, on pousse le gaz en dehors de ces régions, et donc on a plus de luminosité X autour de la cavité qu'à l'intérieur de la cavité. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait, en connaissant en mesurant le volume de cette cavité, on peut grâce aux rayons X déterminer l'échelle de distance qui est caractéristique de cette cavité, donc déterminer son volume. On peut se dire quelle est la puissance mécanique qu'il faut pour éjecter autant de matière en dehors d'un tel volume, et donc en déduire la puissance des jets induits par le trou noir supermassif. Ça c'est une méthode qui a permis d'étudier la puissance des jets supermassifs dans des amas de galaxies relativement proches. Je vous dis, l'émission en X, c'est très difficile de l'observer pour les amas lointains, parce que plus on va loin, moins on mesure de rayons X. Et pendant mon postdoctorat, mon premier postdoctorat, en fait, on a utilisé une autre méthode qui permet de caractériser la puissance de ces jets, mais à des plus grands redshifts, en allant assez loin pour pouvoir étudier l'histoire de cet équilibre entre la rétroaction du noyau actif de galaxies et le refroidissement du gaz. Et pour ça, on a utilisé des données du télescope de APCA, donc c'est un réseau de télescopes australien, ici vous pouvez voir une image d'APCA, qui permet d'obtenir des données de très haute précision dans le domaine radio, dans plusieurs gammes de longueur d'onde. Ici il y a 2, 5 et 9 GHz, et donc on a effectué un suivi en radio sur plusieurs amas de galaxies à haut redshift, donc à des redshifts supérieurs à 0,6, et on a pu obtenir ces données ici, où on a effectué une modélisation du signal radio. Donc là vous voyez notre modèle, les données qui sont ici, puis si on fait la soustraction de notre modèle aux données, on n'a plus grand chose. Et donc le point, c'est que grâce à cette modélisation, on a pu reconstruire la puissance des jets qui expliquent cette émission dans le domaine radio. Et ensuite, on a pu comparer la puissance de ces jets à la puissance de refroidissement qui est liée à l'émission X dans le cœur des amas. Je vous ai dit, à haut redshift, on ne peut pas mesurer l'émission X dans la partie externe, donc on ne peut pas vraiment mesurer ces cavités qui ont une densité trop faible pour qu'on puisse les détecter à haut redshift.
Mais par contre, on peut se focaliser sur le cœur de l'amas, là où se situe le trou noir supermassif. Et donc, connaissant la densité du gaz au niveau du cœur de cet amas de galaxies, on peut estimer la puissance de refroidissement, le nombre de rayons X qui sont émis et qui engendrent le refroidissement du gaz. Et en comparant cette puissance des jets du noyau actif de galaxies à cette puissance de refroidissement, on s'est rendu compte que cet équilibre entre les jets et le refroidissement est en fait constant depuis plus de 9 milliards d'années. Ici, vous avez les points qui ont été obtenus par la technique des cavités, donc par d'autres études. Les points bleus, carrés, triangles et étoiles, c'est des points qui ont été obtenus par des précédentes études grâce à la méthode des cavités. Et puis les points rouges et violets, c'est ceux qu'on a pu obtenir grâce à cette méthode. Et en faisant l'ajustement de ces données, on a obtenu cette droite ici qui est en orange, où on peut voir que cet équilibre, puissance des jets, puissance de refroidissement, est extrêmement stable depuis 9 milliards d'années. Donc 9 milliards d'années, c'est le moment où les amas commencent à exister, c'est l'existence des proto-amas de galaxies. Donc ça montre qu'on avait déjà cette rétroaction négative qui était déjà en place au moment de la formation des amas de galaxies. Donc c'est quelque chose qui affecte, qui n'a pas vraiment... on se rend compte qu'il y a un lien qui est assez ténu avec le milieu intra-amas, alors que c'est quelque chose qu'on pensait fondamental dans la création de ces jets. Donc pour conclure, on a vu que les amas de galaxies, ça constitue la formation hiérarchique des structures, c'est les structures les gravitationnellement les plus massives de l'univers. On a pu voir qu'on a différents visages des amas de galaxies en fonction de la longueur d'onde qu'on considère, ce qui nous montre différents processus physiques. En optique, on voit la distribution des galaxies. Dans les rayons X, on voit la densité du gaz. Et grâce à l'effet Z, on a la pression du gaz. On voit que leur contenu reflète celui de l'univers dans son ensemble. On a les mêmes proportions en matière noire, en énergie sombre et en matière sombre, en matière ordinaire, pardon. On a pu voir que compter les amas par gamme de masse et de rétif donne une sonde puissante pour effectuer de la cosmologie, et ça va être un des objectifs principaux du satellite Euclide. Et également, un petit aparté sur le fait que le cœur des amas de galaxies, c'est un laboratoire pour faire la physique des trous noirs supermassifs, et c'est vraiment un domaine en expansion, notamment grâce à JW. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Comment on qualifie quand on regarde une partie du ciel, on voit un amas de galaxies, alors soit par les radiotélescopes, soit peu importe. Ouais. Comment c'est une galaxie, comment les galaxies appartiennent à un amas? Ouais. Il faut-il qu'elles soient liées gravitationnellement? Et ma question qui vient avec, évidemment, c'est que vous avez parlé de l'expansion de l'univers. Ouais. Alors, quand on va mesurer avec le satellite qui va être lancé en 2023, on va mesurer les vecteurs vitesse, on va mesurer les distances, peut-être la luminosité apparente, enfin bref. Et comment on sait que ça appartient gravitationnellement et quel est le seuil où l'expansion de l'univers va détruire un amas? C'est à quelle échelle tout ça? Ouais. Un amas de galaxies, c'est quoi? C'est 100 galaxies? Enfin bref, tout ça, ça se mélange un peu dans le alors, non, mais très bonne question. Alors, ok. Alors je vais répondre d'abord avec les observations de l'effet Z et des rayons X, parce que c'est vraiment la façon la plus simple de définir un amas de galaxies. Un amas de galaxies, ça émet des rayons X et ça crée de l'effet SZ. Ce qui est en dehors de l'amas de galaxies n'est pas assez chaud pour créer des rayons X et pour engendrer de l'effet SZ. En fait, si on regarde le ciel dans le domaine des rayons X, on voit très bien que le ciel est noir, sauf aux endroits où il y a des amas de galaxies. On voit vraiment des globes de lumière et le reste, on voit pas de rayons X qui sont émis. C'est vraiment, en fait, on n'a pas de milieu intra-amas chauffé à des dizaines ou des centaines de millions de Kelvin si on n'a pas une masse suffisante pour échauffer ce gaz. Il faut qu'on ait une structure suffisamment massive pour que le gaz s'échauffe. Donc ça, c'est maintenant l'expansion de l'univers, voilà. Ouais. Parce que c'est la métrique qui va bouger. Voilà. Où est-ce que ça se situe, ce concept, par rapport à la gravitation? Alors, pour vous donner un ordre de grandeur de ce que c'est qu'un amas de galaxies, la taille typique d'un amas de galaxies, c'est quelques mégaparsecs. Donc, un parsec, c'est en gros c'est 3,26 années-lumière. Bon, c'est en gros 3 années-lumière.
Donc 1 mégaparsec, c'est 1 million de parsecs, donc environ 3 millions d'années-lumière. Et ce qu'on considère être le diamètre d'un galaxie typique, c'est une dizaine de mégaparsecs. Voilà. Le diamètre, c'est une dizaine de mégaparsecs. À ces échelles-là, on commence à avoir un effet de l'expansion de l'univers, mais ce n'est pas un effet qui est majoritaire. On a quand même des structures qui sont dominées par la matière encore. Donc on ne voit pas vraiment l'effet, il est présent, mais c'est vraiment dans la structure de l'univers dans son ensemble qu'on voit l'effet d'expansion de l'univers. Ouais. La deuxième, c'est lié à la Terre qui ensuite finalement le diffus cosmique, CRB, qui va interagir, ces photons qui vont interagir avec le lama. Oui. Alors, vous avez l'explication compliquée, mais c'est ça, en gros. Alors j'ai vu, mais c'est juste un truc, tout à l'heure, quand on regarde les diagrammes, on voit, vous avez montré un diagramme de la cosmologie, il y a un âge sombre. Il ne montrait pas ça. Cet âge sombre, il vient après les 380 000 ans. Oui. Alors c'est une question complètement stupide, mais comment on peut traverser un âge sombre avec une radiation pour moi, c'est... Alors, ce qu'on appelle l'âge sombre, c'est en fait le moment qu'il y a eu, entre l'émission du Fonds diffus cosmologique, mais qui est une émission... c'est postérieur. Oui, l'âge sombre, c'est postérieur à l'émission du Fonds diffus cosmologique, mais ça correspond au moment où on n'a pas encore de lumière visible, c'est-à-dire on n'a pas encore les premières étoiles qui se sont formées. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge sombre. Le spectre visible. Voilà, c'est dans le spectre visible, c'est qu'on n'a pas... Pour quelqu'un qui n'est pas un astrophysicien, les radiations du fond cosmique qui sont diffuses partout avec ces petites variations, ça traverse, ça a pu traverser. Oui. Ça n'a pas été un blocage en quelque sorte. Ah non, pas du tout. Non. Si j'étais de la lumière et que je coupe la pièce, j'éteins la lumière, après je ne verrai pas la lumière qui a été... Non, mais ce qu'on appelle l'âge sombre, ça veut dire qu'on n'a pas encore... Non, mais ce qu'on appelle l'âge sombre, ça veut juste dire qu'on n'a pas encore de lumière qui est émise par les étoiles. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose qui bloque la lumière. Il y a une radiation qui est... Enfin, c'est des radiations, des variations de température à une certaine longueur d'onde que les radiotélescopes captent. Oui. Et ça vient comme une onde électromagnétique. Oui, ça, il n'y a pas de problème. En fait, si vous voulez, c'est un but de langage, parce que si on regardait dans cette longueur d'onde, l'âge sombre serait très lumineux, en fait. L'âge sombre, c'est pas un rideau. Non, c'est pas du tout un rideau. Voilà. C'est d'autres questions. Vous aviez... J'ai zappé sur Redshift. Ouais. C'est quoi Alors, j'aurais vraiment dû faire un effort, mais Redshift, c'est le mot anglais pour dire décalage vers le rouge. C'est red, rouge, et shift, décalage. Donc, c'est lié à deux effets, comme je vous ai dit. Le premier effet, l'effet majoritaire, c'est l'expansion de l'univers qui étire l'espace-temps et donc qui étire les longueurs d'onde. Quand on étire les longueurs d'onde, on les rend plus grandes, donc on les rend plus rouges. C'est un abus de langage aussi, parce qu'il y a des lumières qui ne sont pas ni rouges ni bleues. Voilà. Voilà. Et après, il y a l'effet Doppler qui, là, est lié au mouvement particulier des objets dans l'univers. Et avec ce changement, on parle des liens entre les galaxies. Les liens, c'est-à-dire des structures. Ah, les filaments ou... La structure des filaments. Il y a encore un mystère, ce qu'on appelle... Si les galaxies s'écartent, donc ces filaments, c'est virtuel aussi. Oui. Oui, alors les galaxies, comme je vous l'ai dit, ces galaxies ne s'écartent pas vraiment, c'est l'espace-temps qui est partout, qui s'étire. Donc finalement, on a juste un changement de métrique en fait. Donc quand on dit même l'espace-temps s'étire, c'est un peu... c'est un abus de langage, en fait, c'est la métrique qui change, et ça, c'est vraiment lié à la relativité générale. C'est là où on ne comprend pas, parce que quand on dit que dans l'avenir, on pourra que le ciel va devenir sombre. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une expansion de l'univers. Oui. Mais en même temps, la métrique, la distance, vous voyez ce que je veux dire? C'est incompréhensible de comprendre comment est-ce que... si la métrique bouge, c'est-à-dire notre mètre espace-temps bouge, comment le mètre espace-temps qui bouge, les distances, admettons que les galaxies ne bougent pas. Deux objets sont, ce qui est impossible, mais deux objets ne bougent pas. Et il y a l'espace-temps qui est... Enfin,
l'univers qui est en expansion. Oui. Et là, alors c'est là qu'on ne comprend plus ce concept d'éloignement, parce que notre objet, pour mesurer, lui aussi va bouger en même temps. C'est ça qui bouge, c'est ça. C'est la vitesse de la lumière, par exemple. Elle est constante. Elle est constante. Oui. C'est compliqué comme concept. Oui, c'est pour ça qu'on dit que. On croit avoir compris et puis on n'a pas compris du tout. Non mais. C'est pas le reproche. Oui. Le sujet est difficile. Ah oui, le sujet est très complexe, hein. Mais c'est vrai que si l'expansion de l'univers continue à accélérer comme ça, il y a un moment où notre maître augmente, oui, non, voilà, le maître augmente de taille tellement vite que les photons qui sont émis par une galaxie pourraient ne jamais nous atteindre en fait, parce que ils sortiraient de notre univers observable en fait. Donc ça c'est déjà le cas, on a plein de galaxies qui sont en dehors de notre univers observable. L'univers est beaucoup plus grand que notre univers observable. Après ça c'est spéculatif, mais pour moi il a une taille infinie. Enfin, ça c'est voilà. Et nous ce qu'on voit c'est notre univers observable, et la taille de notre univers observable va devenir, au fur et à mesure de l'extension des objets sortent de notre univers observable. Et on pourrait très bien imaginer un temps où on serait le seul objet dans notre univers observable. Donc ça veut dire que, comme vous dites, on ne verra plus rien. Voilà. Bon, je ne sais plus s'il y avait une autre question. Oui. Et donc, si j'en crois votre information, les noyaux de galaxies sont stables en fonction de l'évolution des clusters. Mais jusqu'à z égale à 2. Pour l'instant, on n'a pas pu faire de mesure. C'est très compliqué de voir ces choses-là, et c'est un des objectifs du JWST, c'est de pouvoir étudier les noyaux actifs de galaxies. Ah oui, beaucoup plus. L'objectif c'est de pouvoir aller jusqu'à 2 ou voire 3, je crois. Ah oui. Non, c'est impressionnant. C'est un gain gigantesque le JWST comparé à Hubble. En termes de sensibilité et puis en termes de résolution angulaire surtout. On a un miroir qui est à peu près 6 fois plus grand. Et qui s'est déployé. En résolution angulaire, j'avais lu qu'en fait on était sur des résolutions angulaires à peu près équivalentes, parce qu'en fait, vu qu'on ne travaille pas sur les mêmes. C'est pas les mêmes longueurs, non. Ouais. On a quelque chose qui est une résolution à peu près équivalente à ce qu'on avait avec. Ouais, alors c'est vrai, c'est totalement vrai parce que le télescope Hubble il se focalise surtout sur la partie optique et voire même l'UV. Et JWST c'est infrarouge, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la résolution angulaire c'est lambda divisé par d, et donc le lambda s'il est plus grand, la résolution angulaire est plus grande aussi. Mais alors moi là ce que je disais c'est que je compare ce qui est comparable, c'est-à-dire que Hubble avait aussi une partie d'infrarouge qui permettait d'observer l'univers distant. Et là, donc, si on se focalise sur cette partie infrarouge qui est commune aux deux, le fait qu'on ait un miroir 6 fois plus grand nous permet de voir beaucoup plus loin que ce que pouvait faire Hubble dans sa vie. Ben voilà, à peu près. Ouais. Oui. Avec des. Il serait le long de la ligne de visée, il serait pas exactement là, mais il serait comme ça. C'est sûrement le cas d'ailleurs, parce qu'en fait on a une petite courbure. C'est pas vraiment les centres des amas qui sont rentrés dedans, ça ce serait hautement improbable. Voilà, donc là en fait on a certainement un décalage qui était là, mais qui a quand même. Alors le fait que ce front de choc soit globalement symétrique, et l'analyse des rayons X permet de montrer qu'on n'a pas des effets de projection très très grands, donc ils sont quand même passés pas très loin de leur centre. C'est clair que les galaxies centrales, c'est simple, on peut savoir s'il y a eu une collision centre à centre en étudiant juste les galaxies qui étaient au centre de ces amas. S'il y avait vraiment une collision entre les deux centres, ces deux galaxies-là auraient fusionné, alors, clairement avec la dynamique elles n'auraient pas fusionné, mais elles auraient été très perturbées et on aurait vu des effets de marée, des effets de marée sur ces galaxies centrales qui sont très massives et très lumineuses qu'on ne voit pas là. Donc il y avait certainement un décalage suffisant pour que ces galaxies ne rentrent pas en collision. Ouais. Oui, là on regarde des choses extrêmement loin,
est-ce qu'on regarde aussi, est-ce qu'on fait des simulations sur des collisions plus proches, par exemple avec Andromède? Avec la galaxie d'Andromède? Oui. Alors, il y a Notre galaxie avec la galaxie d'Andromède, ouais. On pourrait aussi peut-être faire des simulations là-dessus. Alors, ouais. Des conclusions. Bah alors, c'est un peu la même chose qu'on regarde ici, qu'on regarde très loin. Alors là c'est une collision d'amas de galaxies. Pour la galaxie d'Andromède, du coup ce serait une collision de deux galaxies. Hein. C'est pas du tout la même échelle, mais alors il y a eu des je dois l'avoir là sur mon ordinateur, je peux vous montrer, mais c'est pas une simulation. Je vais vous montrer, je l'avais montré, je crois que c'est pas loin. Voilà, bon, je l'avais montré pour des pour des élèves au lycée, donc bon, c'est peut-être, je crois que c'est ça. Voilà. Non? Si, ouais, voilà. Donc là, vous avez des gens à Harvard qui se sont amusés à voir ce qu'on va pouvoir voir dans quelques milliards d'années lorsque Andromède nous rentrera dedans. Et donc on ne sera pas là. La Terre aura bien été engloutie par le Soleil. Je vais vous la remettre. Donc là, on a notre Voie lactée à nous, la galaxie d'Andromède qui est là. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on a la galaxie d'Andromède qui se rapproche de nous. Et puis, à un moment, on va avoir nos bras spiraux qui vont se tourner autour. Ça va être un beau bazar dans le ciel. Et puis, à un moment, les noyaux, les cœurs de nos galaxies vont fusionner et on va devenir une galaxie elliptique. Donc, on ne sera plus une galaxie spirale, parce qu'on aura vraiment eu une fusion de ces deux galaxies. Et ce qu'on verra dans le ciel, alors là, comme vous avez vu, c'est toujours des images faites par des longues pauses, c'est pas ce qu'on voit vraiment à l'œil nu, mais bon, quand même, on verra quelque chose de beaucoup plus brillant en direction du centre galactique que ce qu'on voit maintenant, quoi. Voilà, bon, c'était un petit aparté. Mais on n'a pas vraiment de simulation. Alors, on doit avoir sûrement des simulations numériques, mais je ne l'ai pas. Là, c'est vraiment quelque chose. C'était une idée générale qui est faite avec des images. Donc, c'est certainement pas exactement ça qui va se passer, mais voilà, ça vous donne une idée générale de ce qui va se passer quand on aura une collision. Dans 7 milliards d'années, voilà. À cette heure-ci, c'est pas mal, ouais. Ouais, j'espère. Ou alors, ouais, bon. Pas de commentaire. Pourquoi est-ce qu'on a mis Euclide travaille dans l'infrarouge en partie? Qu'est-ce qui décide une partie du visible est infrarouge et quelle partie d'infrarouge? Pourquoi décide-t-on d'avoir des capteurs qui répondent à telle partie du spectre? Alors, ça, c'est très. Si on va aller beaucoup plus loin, quelle est la raison? Alors, l'intérêt d'avoir de l'infrarouge, c'est de pouvoir aller à de très grandes distances. Parce que, comme vous savez, la lumière qui a été émise par des galaxies de très grande distance, elle a été fortement décalée vers le rouge. Et donc, si on veut pouvoir la mesurer, il faut qu'on soit sensible dans cette gamme de longueur d'onde. Oui, voilà, ça traverse aussi les poussières. Donc, voilà, c'est pas. En fait, pour la poussière, on n'a pas vraiment d'intérêt pour Euclide parce que c'est vraiment une mission qui est basée sur la cosmologie. Donc, tout ce qui est l'absorption par exemple, notre galaxie, les nuages de poussière, tout ça, on va l'éviter. Comme je vous l'ai dit, on se concentre sur le ciel extragalactique, là où on n'a pas toute la contamination par notre galaxie. Donc, bien sûr, les galaxies autres que la nôtre ont leur propre absorption due à la poussière, toutes ces choses-là, mais ça va être des coefficients d'atténuation qu'on va prendre en compte. Et après, voilà, la raison principale du choix de cet infrarouge, c'est de pouvoir aller à de plus hauts redshift comparé à ce qu'on avait par les instruments précédents. Après, Euclid, son intérêt principal, vraiment, l'instrument a été conçu pour être une machine à effet de l'antigravitationnel. On a construit cet instrument pour qu'il soit hautement sensible à l'effet de l'antigravitationnel. On va avoir une résolution angulaire très forte. Et on va avoir cette gamme de longueur d'onde qui est vraiment choisie pour qu'on puisse voir des galaxies très lointaines, parce qu'il nous faut des galaxies très lointaines pour mesurer l'effet de l'antigravitationnel. Comme je vous ai montré, il faut qu'on ait la galaxie qui est à gauche, là, qui émette de la lumière, qui passe à travers un amas, qui puisse être déformée, et qu'on puisse mesurer. Si on n'a pas les galaxies sources, c'est comme ça qu'on les appelle, les galaxies d'arrière-plan, on ne peut pas mesurer l'effet de l'antigravitationnel. Donc il y a deux effets qui déterminent en gros les caractéristiques de cet instrument.
D'autres questions? Oui, allez-y. Vous avez présenté l'univers tel qu'il est, donc avec énormément de matière noire qui est présente. Comment on arrive à cette conclusion de présence de matière noire et pas de problème, on va dire, pourquoi on dit qu'il y a un élément qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'équivalent de Neptune, voilà, par rapport à Uranus, et qu'on ne remet pas en cause les lois physiques, parce qu'on avait essayé de faire un peu la même chose sur Mercure, il fallait qu'on marche. Exactement. La mise en cause c'est l'un des apports de la relativité générale qui a permis d'expliquer pourquoi aujourd'hui on est sur une matière noire qui est présente et pas on a tranché ou c'est quelque chose. Alors clairement pas, c'est pas tranché du tout. On continue il y a beaucoup de physiciens qui bossent sur des théories de gravitation alternatives. Et d'ailleurs, moi c'est mon cas. Hein, je veux dire, ma vision à long terme, dans ma carrière de recherche que j'aimerais bien faire, c'est ça, c'est travailler sur la gravitation modifiée pour essayer de un peu mieux comprendre tous ces effets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la propriété de la matière noire, de l'énergie sombre, toutes ces choses-là, et la communauté qui cherche des modèles de gravitation modifiés qui pourraient tenir la route compte tenu des observations, elle est plus faible, elle n'est pas inexistante, elle est clairement là, mais elle est plus faible. Et moi donc j'aimerais travailler là-dessus. Alors la différence, le fait que ce soit la matière sombre, l'énergie sombre qui entre guillemets l'emporte dans le consensus scientifique, c'est parce que c'est extrêmement compliqué de trouver une théorie de gravitation modifiée qui colle avec toutes nos observations. On a, donc par exemple, il y a eu qui existe toujours, il y a des gens qui travaillent dessus, la théorie monde pour Modified Newtonian Dynamics, qui permet de bien expliquer ce qui se passe au niveau des galaxies. On sait qu'il y a de la matière sombre dans les galaxies qui modifie la dynamique des étoiles. Donc ça a été les travaux de Vera Rubin, une astronome américaine, qui a montré que les étoiles, leur dynamique dans les galaxies, ne colle pas avec ce qu'on attend par la théorie de la gravitation, ni même avec la relativité générale, ça ne marche pas, s'il n'y a pas de matière sombre. Donc là, la théorie monde peut fonctionner, ça dépend de ce qu'on est, à quel point on est exigeant sur la simplicité d'un modèle théorique, parce que c'est quand même des modèles complexes. Mais par contre, quand on va à des échelles plus grandes, par exemple là, la balle, avec la théorie monde, ça ne marche pas du tout. Et même à des échelles cosmologiques, donc je vais vous montrer, j'avais des slides que je n'ai pas pu mettre, parce que je me suis dit ça va être trop long, et c'était déjà trop long, mais c'est sur l'observation du fond diffus cosmologique, et en particulier, donc si on a le fond diffus cosmologique qui est là, on peut faire ce qu'on appelle un spectre de puissance, donc ça va rassembler toute l'information statistique de ce qu'il y a dans le fond diffus cosmologique, et en gros ça nous donne l'amplitude des anisotropies, donc à quel point elles sont grandes, en fonction de l'échelle sur le ciel. Donc si on regarde des anisotropies qui ont une échelle typique de 30 degrés, donc par exemple on dit ok, je regarde une grosse tache de 30 degrés, à quel point elles sont grandes par rapport aux taches de 10 degrés. Et à quel point ces tâches de 10 degrés sont grandes par rapport aux tâches de 1 degré. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un spectre de puissance. Et donc là, vous avez c'est le spectre de puissance qu'on mesure grâce aux données obtenues par Planck. Et en fait, le modèle qu'on a dans la cosmologie actuelle, donc qui contient de la matière sombre, de la matière ordinaire et de l'énergie sombre, on peut bidouiller les paramètres. Donc là, je vous ai mis ce qu'on obtiendrait si dans l'univers, il n'y avait que de la matière normale. La matière qu'on appelle baryonique, oméga B, là, c'est de la matière normale, c'est vous et moi, la Terre, pas de matière sombre, pas d'énergie sombre. On verrait ça comme fond diffus cosmologique. On verrait ça, et ce qu'on voit, c'est ça. Et les propriétés statistiques, donc le spectre de puissance qu'on obtiendrait avec ce modèle d'univers, où on n'aurait que de la matière normale, ce serait ça, à comparer à ça. Maintenant, si je vous mets de la matière baryonique à 30%, pas de matière sombre, et de l'énergie sombre à 70%, si vous dites ok, je suis ok pour l'énergie sombre, mais je suis pas bon pour la matière sombre, je mets 30% et 70%. C'est pareil, ça colle pas. Le spectre de puissance, ça se voit moins quand même par rapport le fait de rajouter de l'énergie sombre, ça change pas mal de choses, mais bon, on n'a pas du tout les bonnes amplitudes. Quand vous regardez là, c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on observe dans la réalité, et on a en particulier ce gros pic là, à plus de 1 degré, qui est beaucoup plus haut que ce qu'on voit dans la réalité. Si c'est l'inverse, où vous dites moi l'énergie sombre, j'y crois pas, il n'y en a pas. Je veux bien qu'il y ait de la matière ordinaire avec la bonne fraction comparée à la matière sombre, donc 15% de matière ordinaire, 85% de matière sombre. Là, ça commence à être pareil, mais sauf qu'en fait tous les pics sont décalés. Vous ne le voyez pas bien, mais là par exemple le 0,3
0,3 degré, il est après le premier pic, et là, le 0,3 degré, il est avant le premier pic. Donc tous les pics sont limités. Et en fait, si je vous mets les bons paramètres, c'est le seul moyen d'avoir le spectre qu'on voit. Donc le 25% de matière sombre, 5% de matière ordinaire, 70% d'énergie. Mais ça, c'est à l'échelle de l'univers dans son ensemble. Donc, si vous... En regardant les lois physiques, peut-être qu'on Voilà, en regardant la relativité générale. Mais si vous faites ça avec la théorie monde, ça marche pas du tout. Alors là, pas du tout. Donc la théorie monde, ça permet pas de rendre compte des observations qu'on fait à l'échelle cosmologique, ça permet pas de rendre compte de ce qu'on voit avec les amas de galaxies. Toutes les structures à grande échelle, on ne peut pas le faire, on peut le voir, ça fonctionne qu'au niveau de la galaxie. Après, on a d'autres modèles de gravitation modifiés. Il y a plein de modèles, il y a des modèles, ce qu'on appelle tenseurs scalaires, donc qui sont une généralisation de la relativité générale, il y a les modèles F de R, qui sont des modèles où on modifie, on passe de la relativité générale dans un nouveau formalisme qui s'appelle le formalisme hamiltonien, et on change l'action du système en rajoutant un terme. Bon, ça devient compliqué, c'est des mathématiques, on rajoute des termes qui, eux, pourraient fonctionner au niveau cosmologique, mais c'est encore spéculatif, quoi. On a beaucoup de recherches à faire là-dedans. Mais oui, c'est une très bonne question. On ne sait toujours pas si c'est une modification de la gravitation ou si c'est vraiment des composantes supplémentaires. Toujours un petit peu dans le même modèle, on va dire l'expansion de l'univers, on la constate aujourd'hui avec l'augmentation de l'accélération de l'effet de lumière. Oui. Quelque chose qui est sur toute l'histoire de l'univers, c'est quelque chose qui est apparu à un moment, et dans les premiers instants, c'est quelque chose qui n'existait pas. Comment ça marche? Alors non, c'est une très bonne question. En fait, ces composantes-là, ça varie avec le temps. Le Dark Energy qui est à 70%, aujourd'hui, il n'était pas à 70% dans l'univers jaune. Toutes ces composantes varient en fonction du redshift. Là, c'est ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques mesurés maintenant, parce qu'on les mesure maintenant. Mais en fait, c'est des paramètres qui varient avec le temps. Et donc, par exemple, au moment à redshift qui vaut 1, donc la même galaxie que je vous montrais tout à l'heure, qui était un redshift de 1.2, là, on dit que l'univers était dominé par la matière, parce que le oméga m était plus grand que le oméga lambda. Et puis, dans l'univers primordial, le moment juste après le Big Bang, la composante qui domine l'univers, c'est ni la matière, ni l'énergie noire, c'est la radiation. C'est un paramètre dont je ne vous ai pas parlé, le oméga R, qui maintenant est négligeable, il est vraiment très proche de zéro. Mais au moment du Big Bang, juste après le Big Bang, c'était lui qui était dominant. Parce que c'était une période relativiste. Le oméga R, en fait, on dit souvent radiation, moi je préfère dire relativiste. Ça veut dire que les particules relativistes, donc les photons et les neutrinos, c'était eux qui avaient le plus d'énergie dans l'univers. Mais après, une fois qu'on connaît les paramètres cosmologiques à un instant donné, comme notre modèle standard de la cosmologie, son travail, c'est de nous donner l'histoire de ces paramètres, en fait, on peut reconstruire toute l'histoire en connaissant les paramètres à un instant donné. Voilà. Oui, merci. Je vais apprendre quand même. Ouais. Ah non, j'ai pas parlé de l'antimatière. Un petit peu, j'en ai parlé un tout petit peu avec les antiprotons et les protons pour la matière sombre, mais alors la disparition de l'antimatière, le fait qu'il reste que de la matière, c'est un des problèmes en physique fondamentale qu'on appelle la violation CP, charge parité. Et donc oui, c'est encore un mystère de savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors si la matière noire c'était de l'antimatière, on la détecterait tout de suite.